Nor est un jeune homme travailleur qui a toujours voulu être un aventurier, mais à cause de ses échecs et de son manque cruel de talent, il n'a pu apprendre qu'une seule compétence de base, la parade. Nor a toujours été un travailleur acharné, même lorsqu'il était enfant. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour aider sa mère, qui était très malade à l'époque. Après lui avoir donné une tasse d'eau, Nor doit aller nourrir les chèvres pour la journée, il va donc les emmener dans les collines. Avant de partir, sa mère lui rappelle qu'il ne doit pas dépasser les rochers qui ont été disposés, et Nor promet d'être prudent. Il dit qu'il va aussi chercher des lapins de Garenne pour le dîner, et sa mère est heureuse d'avoir un enfant aussi gentil. Tout en essuyant la saleté de son visage, elle s'excuse de ne pas avoir pu faire quelque chose pour lui en tant que mère, mais elle demande à Nor de vivre sa vie comme il l'entend après son départ. Ce soir-là, Nor prépare le dîner, mais alors qu'il va donner de la soupe à sa mère, il découvre avec horreur qu'elle est décédée. Nor en est profondément attristé, mais après l'avoir enterrée, il décide d'exaucer la dernière volonté de sa mère et de vivre sa vie pour elle. Nor n'a pas vraiment de grandes ambitions, mais il travaille dur pour maintenir sa routine quotidienne, bien qu'il se sente de plus en plus seul à la maison. Tard dans la nuit, Nor fouille le haut de son étagère lorsqu'il tombe accidentellement et attrape un vieux livre. Il s'agit du même que celui que son père lui lisait de son vivant, qui racontait l'histoire d'un aventurier et de ses nombreuses et extraordinaires aventures à travers les terres, tuer des dragons, apprendre la magie, et même dissiper une malédiction. Le souvenir de ces histoires donne à Nor un nouvel objectif à atteindre. Le lendemain, Nor déverse une grande quantité de foin pour que les animaux le mangent pendant son absence. Il se rend ensuite sur les tombes de ses parents pour leur annoncer qu'il a trouvé une ambition à atteindre. Il dit un dernier adieu aux tombes de ses parents et à la maison de son enfance avant de partir à l'aventure et de franchir pour la première fois la barrière qui entoure sa maison. Après avoir quitté sa maison, il passe la nuit dans les bois, et le lendemain, il est enfin arrivé dans la grande ville. Il s'approche des portes de la ville pour demander où se trouve la guilde des aventuriers, et les gardes sont assez gentils pour lui indiquer la bonne direction. Nor franchit les portes et est stupéfait par le spectacle qui s'offre à lui. Il y a plus de gens qu'il n'en a jamais vu de toute sa vie, et ils vivent tous au même endroit. Alors qu'il marche dans les rues, Nor croise un aventurier, et ses yeux s'illuminent instantanément, car il se souvient de la raison pour laquelle il est venu ici. Nor finit par arriver à la guilde des aventuriers, prêt à réaliser son rêve, mais la seule chose qui lui barre la route est la réceptionniste, qui lui dit qu'il est trop jeune pour devenir aventurier et qu'il devrait rentrer chez lui avant que ses parents ne s'inquiètent. Cependant, comme les parents de Nor sont tous les deux des hommes de 6 pieds sous terre, devenir un aventurier est la seule chose à laquelle Nor peut aspirer. Le réceptionniste comprend mieux la situation de Nor. Il va donc le voir et lui dit que Nor peut devenir un aventurier. La plupart des nouveaux aventuriers ne sont pas aussi jeunes que lui, mais s'il veut vraiment le faire, il ne va pas l'en empêcher. Cependant, la réceptionniste pose une condition. Nor doit d'abord aller dans une école de formation afin d'acquérir des compétences utiles. Peu importe qu'il s'agisse d'épée, de magie ou de tir à l'arc, Nor doit juste apprendre une compétence utile. Heureux qu'on lui donne une chance, Nor se rend immédiatement à l'école pour commencer son apprentissage. En arrivant à la porte, il décide d'apprendre le maniement de l'épée, car l'histoire de son livre d'aventure dit que l'aventurier a utilisé une épée pour tuer un dragon d'un seul coup. Nor commence son arc d'entraînement, mais alors qu'il s'entraîne, un personnage de l'arrière-plan débloque son potentiel caché. Nor s'en aperçoit et est motivé pour travailler encore plus dur, mais au bout de quelques mois, tous les autres personnages ont débloqué leurs capacités et Nor est le seul à ne rien pouvoir faire de spécial. L'instructeur finit par dire à Nor qu'il devrait arrêter, mais Nor le supplie de lui laisser un peu plus de temps pour s'entraîner. Mais l'instructeur lui répond que ce n'est pas le temps qui va lui permettre d'apprendre à manier l'épée. Cela fait des mois qu'il s'entraîne, et même si c'est regrettable, si Nor n'a pas encore acquis une compétence, il ne l'obtiendra probablement jamais, alors il devrait cesser de perdre son temps. La seule chose qu'il a réussi à apprendre pendant tout ce temps, c'est comment parer les attaques. L'instructeur conseille donc à Nor de choisir une autre profession, car son talent se trouve peut-être ailleurs. Nor est déçu de ne pas pouvoir devenir un épéiste, mais il suit le conseil de son instructeur et se rend dans une autre école pour apprendre à devenir un guerrier. Après plusieurs mois d'entraînement épuisant, tout ce que Nor a réussi à faire, c'est d'avoir un physique un peu plus avantageux qu'auparavant. L'instructeur ne peut pas le laisser continuer à s'entraîner dans cette profession, sinon cela pourrait être dangereux pour sa santé. Nor n'abandonne pas pour autant et tente de devenir chasseur, mais cela ne marche pas car il détruit tous les arcs qu'il essaie de manier. Après cela, Nor continue d'essayer différentes professions, mais peu importe ce qu'il fait, il n'est jamais capable d'apprendre que les compétences les plus faibles et doit finalement se rendre à l'évidence qu'il n'a aucun talent. Il retourne à la guilde des aventuriers pour raconter à la réceptionniste ce qui s'est passé. Il a passé 3 mois dans toutes les écoles de formation de la ville et n'a pas réussi à apprendre un seul métier. Cela semble impossible au réceptionniste, mais bien qu'il se sente mal pour Nor, il ne peut pas le laisser devenir un aventurier alors qu'il n'a pas les compétences nécessaires pour survivre en tant que tel. Après cela, Nor rentre chez lui après avoir échoué dans son entreprise, mais même s'il sait qu'il n'a aucun talent pour l'aventure, il est déterminé à le surmonter en s'entraînant encore plus dur qu'avant.
Il sculpte une épée d'entraînement dans du bois afin de pouvoir commencer sa nouvelle routine d'entraînement. Bien qu'il n'ait rien appris des professions, il a appris une compétence d'épée au début, et il va donc continuer à s'entraîner avec cette compétence dans l'espoir d'en débloquer une nouvelle. Il s'engage à s'entraîner tous les matins, tous les après-midi et toutes les nuits, mais même après une année complète d'entraînement, Nor n'a toujours pas réussi à acquérir une nouvelle compétence. Cependant, il est désormais capable de parer 10 attaques à la fois, ce qui lui permet de constater qu'il s'améliore au moins un peu. 3 ans plus tard, l'entraînement de Nor a permis d'améliorer sa capacité de parade au point qu'il peut désormais parer plus de 100 épées à la fois. Comme il n'a toujours pas acquis de nouvelles compétences, il continue à s'entraîner jour et nuit jusqu'à ce que son épée finisse par se briser dans ses mains. Après 10 ans d'entraînement, Nor a développé sa capacité de parade au point d'être capable de parer un Mikiri et de parer une forêt entière d'un seul bras. Mais même avec ses compétences de parade divine, il n'a toujours pas réussi à acquérir de nouvelles compétences. Après cela, Nor décide donc de tenter une dernière fois sa chance et de se rendre à la guilde des aventuriers pour voir s'il remplit les conditions requises. Mais lorsqu'il arrive sur place et qu'il note ses compétences, à part la parade, tout le reste est à peu près inutile. La réceptionniste lui demande si ce sont vraiment toutes ses compétences, et Nor répond par l'affirmative. La réceptionniste suggère alors à Nor de suivre le programme de formation pour acquérir des compétences plus utiles. Nor lui répond qu'il est déjà allé dans toutes les écoles de formation de la ville et que, malgré cela, il n'a pu acquérir aucune compétence utile. La réceptionniste s'excuse, mais elle ne peut rien faire pour l'aider à s'inscrire, car ses compétences ne répondent pas aux critères d'inscription. C'est alors que l'ancien réceptionniste, devenu maître de guilde, sort de l'arrière-boutique pour voir ce qui se passe. Nor le reconnaît immédiatement, mais l'homme met une minute à se rappeler qui est Nor depuis qu'il a grandi. Lorsqu'il se souvient enfin de Nor, il s'assoit avec lui et lui demande comment il va. Nor lui raconte tout ce qu'il a fait depuis la dernière fois qu'il a rencontré l'homme, qui n'était littéralement rien d'autre que de l'entraînement. Cependant, tout au long de cet entraînement, Nor n'a pu qu'améliorer légèrement sa compétence de parade. Le maître de guilde explique à Nor qu'il existe différents rangs d'aventuriers, et que pour devenir un aventurier de rang E, il doit posséder au moins 2 compétences utiles. Mais comme il ne remplit pas ce critère, il ne peut pas devenir un aventurier de rang E. Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'y a aucun moyen pour lui de devenir un aventurier. Il existe un rang inférieur au rang E, pour lequel il suffit d'avoir 2 cellules cérébrales en état de marche. Nor est ravi de l'apprendre, mais le maître de guilde lui explique que ce rang est soumis à certaines conditions. Il lui est interdit d'accepter des quêtes qui impliquent de tuer des monstres ou de quitter la ville pour collecter des objets. Cela le limite à des quêtes qui sont essentiellement des tâches diverses que personne d'autre ne veut faire. Personne n'a jamais été assez stupide ou désespéré pour accepter de devenir de rang F. Mais il y a une première fois, à tout et Nor demande au maître de la guilde de l'inscrire à ce programme. Le maître de guilde ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais Nor insiste tellement qu'il cède et lui donne une licence de F-rank. Après cela, Nor est très heureux et part immédiatement accomplir sa première quête en utilisant son amélioration physique pour porter une tonne de marchandises à livrer. Il utilise également le reste de ses faibles compétences pour l'aider dans ses quêtes quotidiennes et trouve cela très satisfaisant. Il a enfin réalisé son rêve de devenir un aventurier, d'être utile aux gens qui l'entourent, même si ce n'est que de rang F. Bien qu'il rêve toujours d'être autre chose qu'un simple garçon de course, il est heureux de ce qu'il a. Le lendemain, nous voyons Nor commencer la journée en déblayant à lui seul un caniveau pour une vieille dame, après quoi il commence son travail de construction en portant une tonne métrique de ciment sur ses épaules et en faisant croire qu'il s'agit d'un poids-plume. À la fin de la journée, le contremaître remercie Nor pour son travail acharné, car grâce à lui, ils ont pris beaucoup d'avance sur leur programme habituel. Cependant, alors que le contremaître est en train de parler, Nor remarque que quelque chose vient du donjon derrière lui. En écoutant attentivement, il entend une fille crier à l'aide, et il ne va pas faire comme s'il ne l'avait pas entendue, alors il commence à sprinter pour offrir son aide. En entrant dans le donjon, il découvre une fille et son groupe attaqués par un énorme minotaure, mais Nor le prend pour une grosse vache. Il n'a jamais vu une vache aussi grosse de près, et Nor est donc stupéfait lorsque le minotaure commence à se rapprocher de la jeune fille et de son groupe. Les chevaliers font de leur mieux pour la défendre, mais il est trop tard pour essayer de s'échapper. L'un des chevaliers pousse la princesse hors du chemin, mais il se fait couper en 2. Nor tente d'aller voir le chevalier tomber, mais comme il lui manque la moitié du corps, il n'a pas pu survivre à ce coup. Le Minotaure continue de massacrer tous les chevaliers jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la fille en vie, et elle est pour l'instant incapable de bouger. Si Nor n'intervient pas rapidement, elle mourra elle aussi. Il prend une épée et un rocher qu'il lance sur le Minotaure. Cela attire l'attention du Minotaure, qui charge alors sur lui. Alors qu'il tente de le poignarder avec ses cornes, Nor effectue une parade parfaite et l'envoie voler dans un bâtiment quelconque du donjon. Le Minotaure se relève et commence à frapper Nor avec sa hache, ce qui oblige Nor à parer continuellement les attaques car un seul coup direct le tuerait. Normalement, une personne ne pare les attaques que pour créer une ouverture en vue d'une contre-attaque.
Mais Nor n'a aucune compétence en matière d'attaque, il doit donc se contenter de défendre. Le Minotaure se souvient soudain que la fille est encore en vie et s'approche pour l'achever. Nor n'a pas l'intention de se laisser faire et utilise sa compétence de pas de plume pour se placer rapidement devant elle et contrer le coup de hache. Son épée se brise, mais cela n'arrêtera pas Nor, car il a décidé que même s'il ne peut pas être un grand héros, il restera toujours debout pour protéger les faibles. Alors que le Minotaure tente de frapper à nouveau, Nor utilise l'épée brisée pour effectuer un contre Mikiri et envoie la hache du Minotaure en direction de ce dernier, lui tranchant la tête. Nor est soulagé d'avoir réussi à gagner le combat et à sauver la jeune fille, mais lorsqu'elle se relève et le remercie, Nor ne veut pas en accepter le mérite et s'en va sans même lui dire son nom. Nor se considère toujours comme un aventurier raté, et il a l'impression que le monstre qu'il vient de combattre n'était qu'une vache trop grande. Pour lui, s'il se bat encore autant contre une vache, c'est qu'il a encore beaucoup d'entraînement à faire. Un peu plus tard, une équipe de nettoyage est amenée à déplacer le Minotaure avec toutes les personnes qui sont mortes en le combattant, et la princesse Lindbergh se sent personnellement responsable de leur mort. C'est alors que son chevalier, Inès, se précipite vers elle et s'excuse de ne pas l'avoir accompagnée lorsqu'elle est sortie du donjon, car c'est à elle qu'il incombe de protéger Lynn. Mais Lynn lui répond que ce n'est pas de sa faute. Il ne s'agissait que d'une épreuve de base pour le droit de succéder au trône, il n'aurait donc pas été logique d'obliger son chevalier à l'accompagner. À ce moment-là, un autre chevalier dit à Lynn qu'ils doivent bientôt retourner au château car le seigneur Rhin veut lui parler, et elle sait déjà de quoi il va s'agir. De retour au château, leur Rhin vient de parler à Lynn pour comprendre ce qui lui est arrivé, mais rien de tout cela n'a de sens pour lui. Le seul moyen pour qu'un Minotaure se retrouve dans cette zone du donjon est qu'il ait été magiquement invoqué par quelqu'un, et le chevalier est d'accord avec cette hypothèse. Il pense que la cause de l'incident a quelque chose à voir avec un marchand qui a été retrouvé mort sur les lieux avec un anneau. Après inspection, on a découvert que la pierre magique de l'anneau avait un niveau de pureté anormalement élevé, et ce n'est pas quelque chose qui peut être vendu sur le marché normalement. Un Minotaure est un démon de niveau A, donc aucun riche ne pourrait acheter un objet capable d'en contrôler un. De plus, les armoiries de l'anneau indiquent qu'il provient de l'empire magique de Derrida, donc Rhin pense qu'ils sont derrière tout ça puisqu'ils ont toujours eu des problèmes avec lui. Mais même dans ce cas, le fait qu'ils aient tenté d'assassiner Lynn sans prendre la peine de se débarrasser des preuves doit signifier qu'ils essaient d'inciter Rhin à déclencher une guerre afin de prendre le contrôle du donjon. Par ailleurs, Rhin doit aussi penser au guide qui a sauvé Lynn puisque, selon les rapports, il a pu vaincre le Minotaure en quelques secondes avec seulement une épée brisée. De plus, les espions du château ont tenté de le suivre lors de son départ, mais il s'est littéralement volatilisé sous leurs yeux. Rhin n'en croit pas ses oreilles et cherche à savoir qui est ce mystérieux guerrier. Pendant ce temps, Nor vient de revenir à la guilde, et le maître de la guilde est surpris qu'il soit encore en vie. Il a entendu parler de l'apparition d'un démon dans le donjon, qui se trouvait juste à côté du chantier sur lequel Nor travaillait, et il a donc pensé que Nor s'était peut-être fait tuer. Nor s'excuse de l'avoir inquiété et explique qu'il a été suivi par des gens louches la nuit dernière, qu'il a dû se débarrasser d'eux et qu'il est rentré chez lui sans signaler ce qui s'était passé. Le maître de guilde dit que Nor a de la chance d'être en vie car le Minotaure est un démon si fort que même un aventurier de rang mourrait instantanément s'il devait l'affronter. Nor ne réalise toujours pas que le maître de la guilde parle de la même vache qu'il a tuée. Il demande donc ce qui est arrivé à ce démon et le maître de la guilde lui répond qu'il a été éliminé par un homme mystérieux. Nor ne se rend pas compte qu'il s'agit de l'homme mystérieux en question, et il se contente de rédiger un rapport sur les tâches qu'il a accomplies aujourd'hui. Le maître de la guilde lui donne son paiement, mais rappelle à Nor qu'il ferait mieux de trouver un emploi normal, car il serait mieux payé de cette façon. Cependant, Nor ne se soucie pas de l'argent qu'il gagne tant qu'il peut devenir un aventurier. Juste à ce moment-là, Lynn arrive derrière Nor et lui dit qu'elle est heureuse de l'avoir enfin trouvé. Elle s'excuse de s'être immiscée dans sa vie privée, mais elle voulait vraiment le rencontrer à nouveau, alors elle a utilisé son talent de détection à longue distance pour le retrouver. Nor suppose qu'elle doit être une aventurière de la classe des voleurs si elle a une compétence de détection, mais Lynn dit qu'elle est en fait une magicienne. Elle possède simplement des compétences dans toutes les classes, même si elles ne sont que basiques. Le maître de la guilde et les autres clients commencent à reconnaître Lynn, alors elle demande si elle et Nor peuvent parler dehors. Avant qu'il ne le fasse, le maître de la guilde attrape Nor et lui demande ce qu'il a fait pour que Lynn lui parle. Nor dit qu'il n'a rien fait d'illégal, ce qui signifie qu'il ne devrait pas avoir d'ennui, alors le maître de la guilde lui dit d'aller avec Lynn et de s'assurer qu'il ne fait rien de stupide. Dehors, Lynn se dissimule avec Nor grâce à l'une de ses compétences pour que personne ne puisse les voir, et une fois qu'ils sont enfin dans un endroit isolé, Lynn s'excuse une fois de plus d'avoir fait irruption chez Nor alors qu'un homme avec son pouvoir est probablement très occupé. Nor lui répond que ce n'est pas grave, et Lynn commence par le remercier une fois de plus pour ce qu'il a fait, car non seulement il lui a sauvé la vie, mais il a aussi sauvé la vie d'innombrables personnes dans le pays. Nor ne pense pas qu'il mérite de telles louanges puisqu'il n'a fait qu'abattre une vache. En fait, il est presque sûr que Lynn aurait pu s'en charger toute seule s'il ne s'était pas présenté.
Il ne sait pas comment il en est arrivé à cette conclusion alors qu'il a vu plusieurs chevaliers se faire tuer par cette même vache. Lyn essaie de lui faire comprendre qu'elle serait certainement morte s'il n'était pas venu à son secours. Nor ne pense toujours pas qu'il ait fait grand-chose pour l'aider, mais il accepte ses remerciements. Cependant, alors que Lyn dit vouloir lui offrir une récompense pour le remercier de l'avoir aidé, Nor lui dit qu'un remerciement est tout ce dont il a besoin, et qu'elle n'a donc rien d'autre à lui donner. Lyn insiste pour donner une récompense à Nor, et son père a également demandé à rencontrer Nor, mais Nor ne veut vraiment pas de récompense. Lyn essaie encore une fois de le faire accepter, mais Nor reste très ferme sur sa politique de non-récompense. Lyn est désespérée et demande à Nor si elle peut l'aider à faire quoi que ce soit ou si elle peut même lui obtenir un territoire à lui, mais Nor dit simplement qu'il ne veut pas. Lyn se met à pleurer et dit à Nor qu'il doit accepter sa gratitude et qu'elle ne bougera pas d'ici tant qu'il n'aura pas accepté quelque chose de sa part. Nor se souvient d'une fois où il avait utilisé la même technique de crise pour obtenir qu'Inclair le forme, et comme il ne veut pas que Lyn reste ici pendant des heures, il finit par accepter de rencontrer son père, mais il ne veut toujours pas de cadeaux extravagants. Lyn est heureuse de l'entendre et demande à Nor de la suivre de près afin qu'elle puisse utiliser ses talents de dissimulation pour s'assurer que personne ne les repère. Finalement, Nor est amené à la maison de Lyn, et alors qu'il est conduit à l'intérieur, Lyn lui demande son nom, que Nor est heureux de donner. Cependant, Nor ne sait toujours pas qui est Lyn, alors elle s'excuse d'avoir été impolie et se présente immédiatement comme Lyn Bergeclay, mais c'est un nom très long, alors on l'appelle habituellement Lyn. Après avoir vu cette maison, Nor se rend compte que Lyn ne plaisantait pas lorsqu'elle disait qu'elle était riche, ce qui explique pourquoi le maître de la guilde s'inquiétait de le voir se ridiculiser. Alors qu'elle marche, elle rencontre Inès, et Lyn, heureuse de la voir, se précipite vers elle et lui demande où est son père. Inès lui répond que son père est en réunion avec Rhin, et qu'il est donc un peu occupé en ce moment. Mais cela mis à part, elle veut savoir qui est l'homme qui se tient là-bas. Lyn explique que Nor est celui qui lui a sauvé la vie, et Inès dit qu'elle va les conduire au père de Lyn. Nor n'a jamais entendu parler d'un chevalier royal, il suppose donc qu'Inès doit être une servante de la famille qui aime beaucoup porter une armure pour une raison ou une autre. Il sait aussi qu'Inès ne l'aime pas, mais il n'a aucune idée de la raison. Alors qu'il marche, il croise un type qui se détend près de la fenêtre. Dès qu'il les remarque, il se lève et demande ce que fait Inès et qui est ce type. Inès dit à Gilbert de ranger sa lance car Nor est l'invité de Lyn et il est très impoli de pointer des armes sur des invités. Gilbert se rend compte que Nor doit être la personne qui a sauvé la vie de Lyn, il pose donc son arme et Inès lui demande de les accompagner jusqu'à la chambre car elle a besoin de toute l'aide possible. Gilbert a maintenant une mauvaise impression de Nor, et Nor peut déjà dire que les choses ne vont pas bien se terminer pour lui à ce rythme, mais il continue à marcher. Dans la salle du trône, le roi est en pleine réunion avec Rhin, et il est contrarié parce qu'il est clair que Derrida ne se soucie pas d'honorer leur traité de paix. Rhin s'y attendait depuis la dernière rencontre avec le roi de Derrida, au cours de laquelle il avait exigé que les droits sur le donjon lui soient cédés. Cette demande a évidemment été rejetée, mais depuis lors, le roi de Derrida n'a cessé de comploter leur perte. À ce moment-là, Lyn et les autres arrivent dans la salle du trône, et Lyn s'empresse d'aller saluer son frère et son père. Inès et Gilbert s'agenouillent en signe de respect pour le roi, mais Nor continue à marcher. Rhin remarque que Lyn porte le manteau déguisé, ce qui signifie qu'elle est sortie sans permission, mais elle dit qu'elle devait le faire parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour elle de retrouver l'homme qui l'a sauvée. Le roi comprend qu'il s'agit de Nor, et ce dernier s'excuse d'être venu ici dans un tel état de désordre, mais Lyn voulait venir le plus vite possible. Il dit aussi qu'il n'est pas un aristocrate et qu'il ne connaît pas l'étiquette à respecter dans ce genre de situation, si bien qu'il risque de dire quelque chose de grossier par accident. Mais le roi lui répond qu'il n'y voit pas d'inconvénient, car il est beaucoup plus facile de parler sans avoir à se soucier de l'étiquette. Le roi tend la main à Nor et le remercie officiellement d'avoir sauvé la vie de Lyn. Nor dit que ce n'est pas grand-chose et qu'un simple remerciement lui suffit, mais le roi dit qu'il ne peut pas laisser Nor partir sans lui donner une récompense décente, et il dit que Nor peut demander n'importe quelle somme d'argent ou n'importe quelle terre qu'il veut. Mais Nor ne veut toujours rien. Le roi est déconcerté, mais il augmente la récompense en offrant à Nor la moitié de tous les trésors qu'ils ont acquis dans le donjon. Rhin pense qu'une telle récompense est trop importante pour être donnée à un seul homme, mais Nor n'en veut toujours pas. Le roi ne sait pas quoi donner à Nor puisqu'il refuse tout, alors il s'approche de son trône et prend l'épée qui y est accrochée pour en faire un cadeau à Nor. Rhin ne pense pas que ce soit une bonne idée de donner une épée d'une telle valeur, mais le roi dit que ce n'est pas grave puisqu'il ne l'utilise plus et que personne ne le découvrira tant qu'il la remplacera par une réplique. Il la donne à Nor, et dès qu'elle est dans la main de Nor, il peut sentir son poids. À la réaction de Rhin, Nor comprend que l'épée vaut cher et qu'il ne veut pas accepter de cadeaux extravagants. Mais le roi dit qu'il s'agit d'un objet qu'il a ramassé lorsqu'il était encore un aventurier, et que Nor peut donc l'accepter. Nor accepte et le roi lui demande de faire un essai. Nor s'exécute et balance l'épée en l'air, générant une force énorme et surprenant tout le monde autour de lui. Le roi félicite Nor pour sa capacité à balancer l'épée d'une seule main, mais il a aussi une requête à formuler.
Il veut que Nor aide à former Lin au métier d'aventurier, mais Nor dit qu'il ne peut rien apprendre à quelqu'un d'aussi talentueux que Lin. De plus, Nor pense que c'est à Lin de décider elle-même de ce genre de choses. Après cela, Nor pense qu'il devrait probablement commencer à rentrer chez lui, et alors qu'il s'en va, il se rend compte de quelque chose de spécial à propos de son épée. Elle a la forme parfaite pour entrer dans les gouttières qu'il nettoie habituellement, alors il va l'essayer demain matin. Avant de partir, Inès l'aborde et lui dit qu'elle veut lui parler. Elle s'excuse d'abord pour son comportement grossier de tout à l'heure, qui n'avait pas lieu d'être, mais Nor lui répond qu'il n'y voit aucun inconvénient. Son travail consiste à protéger la famille Clay à tout prix, elle est donc profondément reconnaissante à Nor d'avoir sauvé la vie de Lin, et pour exprimer sa gratitude, elle promet d'aider Nor s'il a besoin d'aide. Nor n'a pas envie de discuter avec elle à ce sujet, il accepte donc son offre et lui dit qu'il lui demandera si jamais il a besoin de quelque chose. Inès prévient également Nor qu'il n'est plus jamais autorisé à parler au roi avec autant de désinvolture, car même si le roi l'autorise pour l'instant, elle ne laissera pas passer un tel manque de respect la prochaine fois. Nor dit qu'il comprend, Inès est donc de bonne humeur et lui demande son nom. Lorsqu'elle apprend qu'il s'appelle Nor, elle semble étrangement choquée. Nor lui demande s'il a encore fait quelque chose de mal, mais Inès lui répond que ce n'est rien et prend congé. Nor s'apprête à partir à son tour, mais il est arrêté par Gilbert, qui veut le défier dans un combat. Nor le suit, mais il est épuisé par toutes les courses qu'il a faites aujourd'hui et il a envie de rentrer chez lui. À ce moment-là, Nor se rend compte qu'ils sont arrivés à la salle d'entraînement du château, et Gilbert lui dit qu'il veut faire un simulacre de combat avec lui. Nor n'a pas eu l'occasion de s'entraîner avec quelqu'un d'autre depuis l'époque où il était dans les écoles d'entraînement, il est donc très enthousiaste. Gilbert s'approche du râtelier d'armes et dit à Nor qu'il est très connu dans la capitale royale et qu'il veut voir de quoi le héros qui a sauvé Lin est capable au combat. Nor est heureux d'accepter, car il y voit une excellente occasion d'améliorer ses compétences. Personnellement, il ne pense pas pouvoir battre Gilbert, mais c'est tout de même une bonne occasion, et Nor veut en profiter au maximum. Une petite foule s'est rassemblée autour d'eux et se sent désolée pour la pauvre âme qui a choisi d'affronter le capitaine Gilbert. Mais le match commence, Gilbert fait le premier pas, et la pauvre âme l'esquive facilement. Gilbert continue d'attaquer, et pendant que Nor esquive ses attaques, il remarque que les mouvements de Gilbert sont incroyablement précis. Il ne peut qu'imaginer la quantité d'entraînement que Gilbert a dû faire pour arriver à ce niveau. Il y a une chose qu'il ne comprend pas, si Gilbert est un aventurier si doué, pourquoi ses attaques sont-elles si lentes ? Nor n'a jamais pratiqué avec quelqu'un d'autre auparavant, il suppose donc que Gilbert doit être lent intentionnellement puisque Nor est un aventurier novice. Nor demande un temps mort et dit à Gilbert qu'il n'est pas obligé d'y aller doucement avec lui. Alors que Gilbert se retenait un peu, il accepte de passer à la vitesse supérieure et charge Nor de toutes ses forces. Ses attaques sont beaucoup plus rapides maintenant, mais Nor trouve toujours étrange que Gilbert s'expose à une contre-attaque. Nor pense qu'il est impossible que Gilbert soit à ce point sans défense face à lui, et il suppose que Gilbert est en train de l'attirer dans un piège. Pendant ce temps, Gilbert ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à toucher Nor avec sa lance et tente d'utiliser l'une de ses techniques de prédilection. Bien que Nor soit surpris, il saute simplement en l'air pour l'esquiver, et lorsque Gilbert tente de le frapper en plein vol, Nor se contente d'esquiver l'attaque. Aucune de ces attaques n'a fait transpirer Nor, qui dit à Gilbert qu'il n'y a pas de mal à ce qu'il accélère encore plus, puisqu'il va beaucoup trop lentement. La fierté de Gilbert est blessée par cette déclaration, et Nor commence enfin à réaliser que tout cet entraînement en solitaire l'a peut-être rendu plus fort. Mais tout à coup, Gilbert utilise sa compétence ultime pour tenter d'infliger au moins un coup à Nor. Une fois la poussière retombée, Nor a disparu et apparaît aux côtés de Gilbert, et à la surprise de ce dernier, Nor dit qu'il abandonne. Après cela, Nor rentre chez lui pour la journée, et il est heureux d'être sorti de là avant que les choses ne tournent mal. De retour à la salle d'entraînement, les subordonnés de Gilbert s'efforcent de trouver des raisons pour lesquelles Gilbert est encore plus fort que Nor, même si son ultime mouvement n'a pas fonctionné. Mais au fond de lui, Gilbert sait qu'il a perdu sur tous les tableaux possibles et imaginables. Il est doué pour la lance depuis le premier jour où il s'en est servi, et personne ne pouvait rivaliser avec sa puissance. Plus il s'entraînait, plus ses techniques devenaient puissantes et plus il gagnait en force. Mais il ne ressentait que de l'ennui, car il n'avait jamais trouvé d'adversaire digne de lui. Il parcourut le royaume à la recherche d'adversaires de taille, mais après avoir vaincu tous les guerriers d'un village particulier, le chef du village s'excusa et lui dit qu'il n'y avait personne ici pour égaler sa force. Le chef poursuit en lui disant que des rumeurs circulent sur l'effondrement des relations entre le royaume et un pays étranger, et qu'ils appellent donc des troupes puissantes pour se préparer à une éventuelle guerre. Si Gilbert a de la chance, il rencontrera peut-être quelqu'un qui pourra lui donner le défi qu'il recherche désespérément. Lorsque Gilbert est retourné à la capitale, aucun membre de la troupe n'était capable de lui tenir tête, et tuer des démons n'était plus une activité amusante pour lui non plus, quelle que soit la taille du démon. Il en avait assez d'être entouré de faibles.
Un jour, alors qu'il se détend sous un arbre, son instructeur s'approche de lui et lui demande pourquoi il a l'air si morose alors qu'il vient d'être couronné souverain de la lance. Même avec ce titre prestigieux, Gilbert s'ennuie toujours autant, car il est entouré de minables. Son instructeur lui fait remarquer qu'Inès est une personne forte, et Gilbert reconnaît qu'elle est forte, mais il s'agit plutôt d'un autre type de force. Chaque fois qu'ils font des simulacres de combat, Gilbert finit toujours par être le vainqueur définitif. Il pense que les choses seraient beaucoup plus intéressantes s'il y avait plus de gens compétents autour de lui comme son instructeur, et il sait que son instructeur doit s'ennuyer aussi, surtout depuis qu'il doit former une bande d'aventuriers débutants qui ne sont même pas à la hauteur de la puissance de son petit doigt. L'instructeur admet que c'est un peu ennuyeux, mais il est chargé de défendre le royaume. Quelle que soit sa force, il ne peut pas gagner une guerre entière à lui tout seul. D'ailleurs, il est sûr qu'un jour, un aventurier se présentera qui le surpassera en force. Lorsque Gilbert a entendu parler d'un homme qui avait réussi à vaincre un minotaure à lui tout seul, il a voulu le rencontrer personnellement, mais Nord n'a aucun sens. Il ne s'intéresse pas aux cadeaux les plus somptueux que le roi puisse offrir, et il est si décontracté avec le roi que Gilbert doit le respecter pour cela. Lors du combat contre Nord, Gilbert ne pouvait pas sentir la puissance nécessaire pour vaincre un minotaure, mais cela ne change rien au fait que Nord était capable d'esquiver tous ses coups. Même lorsqu'il a sorti sa lance supersonique, elle n'a rien donné contre Nord, alors qu'elle aurait été une condamnation à mort garantie pour n'importe qui d'autre. Pour couronner le tout, Nord a déclaré forfait sans crier gare. Gilbert suppose que Nord l'a fait par courtoisie, car il ne voulait pas l'embarrasser devant ses subordonnés. Au moment où Nord s'en va, Gilbert remarque un tas de fissures sur le sol, et il n'a aucune idée de comment elles sont apparues ou de ce que Nord a fait pour les provoquer. Mais ce qu'il sait, c'est que Nord a réussi à esquiver son attaque ultime alors qu'il était à pleine puissance, et qu'il a enfin trouvé un adversaire digne de ce nom. En rentrant chez lui, Nord se dit qu'il a été bien bête de se croire fort. Lorsque Gilbert a utilisé son attaque ultime, même après que Nord ait utilisé ses capacités d'amélioration physique et de featherstep, il n'a pu qu'esquiver de justesse le coup, et Gilbert a dû se retenir juste assez pour prouver un point puisqu'il n'y a aucune chance qu'il utilise réellement un coup mortel dans un combat simulé. Il est reconnaissant à Gilbert de lui avoir rappelé qu'il est encore faible, et il va donc s'entraîner encore plus dur à partir de maintenant. Le lendemain matin, Nord est occupé à son travail habituel de nettoyage des gouttières, et il utilise l'épée légendaire pour le faire. Il est choqué de voir à quel point l'épée est efficace, car les gouttières n'ont jamais été aussi propres auparavant, et grâce à la durabilité de l'épée, elle n'a même pas été égratignée après tout ce que Nord a fait avec elle. Cependant, une fois qu'il a fini de nettoyer les gouttières, il n'a plus rien à faire car son travail de construction a été mis en suspens à cause de l'incident dans le donjon. Comme il n'est autorisé à accepter que des emplois de rang F, si le travail dans la capitale royale venait à se tarir, il pourrait passer des journées entières sans rien faire, et Nord ne veut pas que cela se produise, car son but est d'être utile aux gens. Il envisage de créer une entreprise de promenade en bateau et d'utiliser l'épée comme rame, mais il se rend compte qu'il doit posséder un bateau pour cela. Il envisage de faire des pizzas, mais il lui faudrait alors un four. Il envisage enfin de faire un grill avec son épée, mais cela ne marchera pas non plus car il ne peut faire une flamme qu'avec le bout de ses doigts. À ce moment-là, Nord entend un bruissement dans les buissons, il se retourne et découvre Lynn. Elle s'excuse d'arriver comme ça, mais elle ne l'a pas trouvée à la guilde, alors elle a demandé au maître de guilde où Nord se trouvait. Nord comprend, mais il n'a pas dit au maître de la guilde où il se trouvait exactement, alors Lynn a dû utiliser ses talents de pisteur pour le trouver. Nord demande pourquoi Lynn est ici, alors elle va droit au but et dit à Nord qu'elle a une requête spéciale à lui faire. Elle veut que Nord l'accepte comme page, mais Nord n'a jamais entendu parler d'un page auparavant. Lynn lui explique qu'il s'agit d'une assistante non rémunérée qui s'occupe de tous les besoins quotidiens de Nord dans l'espoir d'obtenir de lui des connaissances utiles. Lynn est d'accord pour rester auprès de Nord et promet de ne pas lui causer d'ennui, mais Nord refuse toujours. Elle demande si elle a fait quelque chose qui a offensé Nord ou s'il pense qu'elle n'est pas fiable, mais Nord lui répond que ce n'est pas le cas. Elle tente de l'assurer qu'elle peut être utile puisqu'elle a obtenu les meilleures notes dans les 6 écoles de formation, mais ce n'est pas sa compétence qui est en cause. Nord n'a rien à lui apprendre et il n'a pas non plus besoin qu'elle l'aide dans son travail puisqu'il est parfaitement capable de le faire seul. Lynn tente d'offrir à Nord un salaire mirobolant s'il accepte d'être son instructeur, mais l'argent ne l'intéresse toujours pas. Lynn lui propose alors de l'utiliser pour faire ce qu'il veut, mais Nord refuse à nouveau. Il n'a vraiment rien à faire pour Lynn, mais elle insiste et veut lui prouver qu'elle peut être utile. Elle sort donc sa baguette et lui dit qu'elle va lui prouver sa compétence. Elle lance un sort de glace pour tirer plusieurs stalactites sur elle, mais avant d'être touchée, elle utilise un sort de feu pour les détruire. Elle explique à Nord qu'il s'agit du plus haut niveau de magie qu'elle puisse utiliser, et qu'elle a également appris la compétence secrète de la classe des voleurs, la lame de brume. Elle l'a apprise directement auprès du souverain des ombres, et elle est assez puissante pour couper un arbre d'un seul coup. Ensuite, elle veut montrer à Nord sa maîtrise de l'épée. Elle envoie donc un trait divin en direction de Nord, mais celui-ci l'évite sans effort.
Les dégâts infligés à l'arbre prouvent la puissance de ce coup, qui bénéficie même d'un bonus de dégâts lorsqu'il est utilisé contre des monstres morts-vivants. Elle s'apprête à lui montrer d'autres techniques, mais Nor lui dit qu'il en a assez vu. Lynn pense que cela signifie qu'il est prêt à l'accepter comme page, mais Nor refuse toujours sa demande. Nor se rend compte que Lynn doit penser qu'il est quelqu'un qui mérite d'être étudié, mais après avoir vu tout ce qu'elle est capable de faire, Nor se sent honnêtement inférieur à elle. Il tente de lui répéter qu'il ne peut rien lui apprendre, mais Lynn en déduit que Nor pense qu'elle est trop faible pour devenir son élève. Elle affirme que son pouvoir a été reconnu par les 6 souverains, et elle assure qu'elle peut être utile à Nor d'une manière ou d'une autre s'il la laisse le rejoindre. L'argument de Nor ne passe toujours pas, et il dit à Lynn qu'elle possède de nombreuses compétences étonnantes, mais que c'est la limite actuelle des compétences de Nor. Lynn reste sans voix et laisse Nor tranquille pour aujourd'hui, mais en rentrant chez elle, elle raconte l'histoire d'un garçon sans talent qui est passé par les 6 écoles d'entraînement. Les gens pensaient souvent que ce n'était qu'une légende inventée, car la plupart des adultes s'effondreraient sous la pression du programme d'entraînement rigoureux d'une seule école, sans parler de suivre les cours des 6 écoles. Lynn pensait elle aussi qu'il s'agissait d'une fausse histoire, mais elle a pu rencontrer cette personne. À l'époque où elle étudiait la magie, Oken lui avait montré quelque chose d'intéressant à propos du sort de base flamme minuscule. La flamme créée est généralement aussi petite qu'un point, mais avec un peu d'entraînement, on peut l'agrandir légèrement. Cela n'avait aucune utilité pratique pour lui, mais il était en vie depuis 200 ans à ce moment-là, alors s'entraîner à créer une petite flamme est devenu un passe-temps pour lui. Depuis qu'elle a vu cela, Lynn a essayé à plusieurs reprises d'agrandir sa petite flamme, mais quoi qu'elle fasse, elle ne grandit pas du tout. C'est pourquoi elle a été si choquée lorsque Nor a réussi à créer une énorme flamme minuscule, plusieurs fois plus grande que ce qu'Oken aurait pu faire, et Oken est le plus grand sorcier du monde. Pour que Nor atteigne un tel niveau, il faut qu'il surpasse de loin tout ce que Lynn a pu faire, et tout cela grâce à ses propres efforts. Cependant, tous les sorts dont Lynn a fait la démonstration n'étaient que des choses qu'elle avait mémorisées. Nor a le pouvoir de vaincre un minotaure, mais il mène une vie normale, sans se vanter, et Lynn pense donc que Nor n'est pas seulement fort de corps, mais aussi d'esprit. Dans un avenir proche, elle sera en position de diriger ce royaume aux côtés de son frère et de son père, et la règle de la famille Kless veut que ceux qui ont du sang royal soient forts. Elle veut donc apprendre à devenir aussi forte que Nor. Si Nor ne veut pas être son instructeur, elle devra le harceler autant que nécessaire jusqu'à ce qu'il accepte de l'entraîner. Pendant ce temps, au manoir, le prince essaie de se plaindre parce qu'il ne comprend pas pourquoi son père a offert la lame noire à un homme quelconque de lignée inconnue. L'épée a été acquise à l'époque où le roi était encore un aventurier, et lors de ce voyage particulier, il s'enfonçait dans les recoins les plus profonds du donjon avec les 6 souverains. Ce fut une quête longue et dangereuse, mais elle les a finalement conduits à localiser le principal trésor du donjon. La lame est faite d'un matériau inconnu qui est plus résistant que tout ce que l'on n'a jamais vu, et quelles que soient les compétences et les pouvoirs utilisés pour la tester, elle n'a pas subi la moindre égratignure. L'épée a donc été baptisée épée indestructible. La plus grande question qu'il se posait était de savoir comment une arme aussi résistante avait pu finir en si mauvais état, mais ces réponses ne seront jamais trouvées maintenant que le roi a renoncé à l'épée. Cependant, le prince peut comprendre les motivations du roi, car l'état d'agitation au sein du royaume n'a fait qu'empirer ces derniers mois, et il est donc possible que le roi compte sur Nor pour apporter un peu de changement. Au même moment, Nor et Lynn se trouvent près d'un stand de nourriture, et Nor lui demande s'il n'y a pas de mal à ce qu'elle passe du temps avec lui. Elle lui répond que ce n'est pas grave puisqu'elle agit en tant qu'aventurière en ce moment, et qu'elle est donc libre de faire ce qu'elle veut. Dans ce cas, Nor lui dit qu'il avait prévu de se rendre à la guilde après avoir mangé, mais qu'il n'est toujours pas à l'aise avec la relation élève-sœur qu'il entretient avec Lynn. Il ne se considère pas comme un professeur digne de ce nom, mais Lynn le suit partout comme si c'était normal. Nor pense que s'il se charge des missions habituelles de la guilde, Lynn finira par comprendre que Nor n'est qu'un homme ordinaire et se désintéressera de lui, mais vu l'excitation qu'elle semble éprouver à le suivre, cela semble peu probable. Après le déjeuner, Nor et Lynn se rendent à la guilde, mais le maître de la guilde est confus de voir Nor traîner avec la princesse, alors il demande à Nor ce qui se passe. Lynn rappelle au maître de la guilde que tant qu'elle est ici, elle n'est qu'une aventurière, et qu'il ne devrait pas l'appeler princesse. Le maître de la guilde s'excuse, mais il est encore plus confus qu'avant, alors il demande à Nor ce qu'il en est. Nor dit que c'est une histoire très compliquée, mais le maître de guilde fait ce travail depuis assez longtemps pour savoir qu'il ne veut pas être impliqué dans des intrigues secondaires compliquées, alors il laisse tomber le sujet et demande à Nor s'il est venu ici pour obtenir une autre quête. Nor confirme et demande une quête que 2 personnes peuvent accomplir. Le maître de guilde jette donc un coup d'œil aux quêtes disponibles. Comme Lynn rejoindra Nor alors qu'elle est de rang argent B, Nor est désormais qualifiée pour une quête de chasse aux gobelins, ce qui est un choc total pour lui. Les quêtes de gobelins sont un moyen essentiel pour les nouveaux aventuriers de tester leurs compétences, et Nor est donc très excitée à l'idée d'être autorisée à participer à une telle quête. Le maître de guilde explique que Lynn devrait normalement être capable d'entreprendre cette quête ou quelque chose de plus haut niveau seul, mais comme Nor est de rang F, c'est le mieux qu'il puisse faire.
Nor est heureux d'obtenir enfin une quête qui n'est pas qu'un simple travail, mais il se sent aussi un peu mal car cela signifie qu'il va profiter du rang d'aventurière de Lynn pour son propre compte. Jusqu'à présent, il a essayé de faire en sorte que Lynn le laisse tranquille, alors il ne pense pas qu'il mérite de compter sur elle maintenant. Il demande à Lynn si elle est d'accord puisque Nor utiliserait son rang pour accepter ce travail, mais Lynn répond que ce n'est pas grave puisqu'elle est heureuse de pouvoir l'aider de toutes les manières possibles. Nor est heureux d'entendre qu'elle est d'accord, même s'il a encore des réserves sur le fait de se fier à un enfant, mais comme c'est pour réaliser l'un de ses rêves, il est prêt à accepter et prend son épée pour se mettre en route. Cependant, le maître de guilde n'a pas encore donné à Nor d'informations sur la quête, si bien que Nor doit revenir pour demander où il est censé se rendre exactement. Après avoir approuvé la quête, le maître de guilde montre une carte, explique à Nor que lui et Lynn sont censés se rendre dans cette zone et qu'ils ne sont autorisés à rapporter que les monstres qu'ils ont réellement attrapés. L'endroit est connu sous le nom de Forêt des Bêtes, et selon les règles de la guilde, ils doivent rapporter les oreilles droites des gobelins qu'ils tuent afin d'être dédommagés. Cependant, il a été rapporté que les populations de gobelins ont diminué, donc dans le cas où ils ne trouveraient pas de gobelins, ils sont autorisés à rapporter des herbes médicinales ou quelque chose comme ça à la place. Une fois ce point réglé, Nor et Lynn se dirigent vers les gardiens, où leurs informations doivent être vérifiées. Une fois que tout a été vérifié, elles sont autorisées à partir en quête. Un peu plus tard, ils arrivent dans la forêt des bêtes, et c'est la première fois que Nor voit une végétation aussi dense. Les arbres sont différents de ceux qu'il voit habituellement dans la forêt du sud. À propos de ce qu'il n'a jamais vu, Nor demande à Lynn si elle peut lui parler un peu des gobelins, car il aimerait savoir à quoi ils ressemblent avant d'en rencontrer un. Lynn comprend et commence à lui raconter que les gobelins sont des monstres qui chassent généralement de petits animaux et cueillent des fruits pour se nourrir, mais qu'ils sont aussi connus pour attaquer les humains. C'est pourquoi la guilde propose des quêtes de ce type pour aider à contrôler la population de gobelins. Cependant, les gobelins sont également un élément précieux de l'écosystème de la forêt, il est donc préférable de ne pas les chasser jusqu'à l'extinction. Nor est reconnaissant de ces informations et impressionné par les connaissances de Lynn en matière d'aventure, mais cela signifie qu'il n'a rien à lui apprendre. Alors qu'il s'enfonce dans la forêt, Lynn utilise sa capacité de recherche pour repérer les gobelins à proximité, mais elle ne trouve rien. En temps normal, ils auraient déjà dû rencontrer au moins un gobelin, mais il semble que les rumeurs sur la diminution du nombre de gobelins soient fondées. Bien qu'elle n'ait trouvé aucun gobelin, le scanner de Lynn a détecté une créature ressemblant à un monstre, mais elle est un peu loin. Comme ils n'ont pas d'autres monstres à chasser, Nor accepte de partir à la recherche de ce monstre inconnu. Ils commencent à s'enfoncer dans la forêt, et plus ils avancent, plus les arbres deviennent denses, donnant à la zone une atmosphère inquiétante. C'est le genre d'endroit où un gobelin aimerait bien traîner, mais alors qu'il marche, Lynn remarque quelque chose d'étrange. La présence du monstre qu'il traquait disparaît d'un seul coup. Ils arrivent à l'endroit où Lynn avait senti la présence du monstre, mais pour autant qu'il puisse en juger, il n'y a rien ici. Cependant, Nor remarque une paire de jambes pendantes flottant dans l'air, alors Lynn lance un sort de découverte, qui révèle un gobelin massif au milieu des bois. Nor demande ce que c'est, et Lynn répond qu'elle pense que c'est un gobelin, mais elle aurait probablement dû préciser que les gobelins normaux n'ont pas des abdominaux de 10 car Nor pense maintenant que tous les gobelins sont censés être aussi grands. Le gobelin ramasse 2 arbres pour les attaquer, et Lynn panique, mais Nor pense qu'elle a peur parce qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience du combat. En fait, la vraie raison pour laquelle elle panique, c'est que cette chose est un empereur gobelin. Un empereur gobelin est un monstre créé par des scientifiques qui enferment un gobelin dans un gymnase avec uniquement des protéines en poudre et des stéroïdes. En plus d'être déjà ridiculement costaud, il est capable de manger d'autres gobelins et d'ingérer leur force pour devenir plus fort. Nor prend la parole et lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car, d'après ses connaissances limitées sur les gobelins, même les nouveaux aventuriers devraient être capables de vaincre cette chose. En voyant Nor si confiant, Lynn a la fausse impression qu'il devait être au courant de l'existence de l'empereur gobelin à l'avance, et que c'est pour cela qu'il était si enthousiaste à l'idée d'éliminer cette grave menace. Elle a encore plus de respect pour Nor qu'elle n'en avait déjà, et comme ils semblent confiants dans leur capacité à gagner ce combat, elle décide de faire preuve d'un peu de courage et de se tenir à ses côtés pour se battre. Le gobelin charge vers eux, Nor se met en position et part tous ses coups. Le gobelin se rend compte que Nor est trop habile et tente de l'acculer dans un coin pour prendre l'avantage. Mais Nor sait ce qu'il essaie de faire et le domine. Pendant qu'il est immobilisé, il demande à Lynn d'attaquer. Elle lance un sort de vent suivi d'un barrage de glaçons, mais même avec cela, le gobelin se déplace trop vite pour qu'elle puisse tirer proprement dessus. Une fois que le gobelin a cessé de courir, il lance un énorme arbre sur Lynn, mais avant qu'elle ne soit touchée, Nor court devant elle et bloque l'attaque. Le gobelin continue de lancer des arbres sur Nor et finit par avoir l'idée de le submerger en lui lançant plusieurs arbres par le haut et un par devant, de sorte que Nor ne peut plus les bloquer tous en même temps. Heureusement, avant que Nor ne soit touché, Lynn utilise un sort de vent et fait s'envoler les arbres tout en infligeant des dégâts au gobelin. Nor la remercie pour son aide, mais lorsque Lynn se retourne vers le gobelin,
elle est choquée de constater qu'il guérit à une vitesse anormalement rapide. Le cristal de mana sur sa tête lui permet probablement de reconstituer ses forces, mais à ce rythme, ils vont certainement manquer d'endurance avant de pouvoir le vaincre. À ce moment-là, Nor a une idée pour vaincre le gobelin. Il demande à Lynn de lui envoyer un souffle de vent dans le dos. Lynn pense que c'est une idée folle, car l'un de ces souffles de vent est assez puissant pour démolir les murs d'un château, et un coup direct blesserait Nor à coup sûr. Pourtant, Nor veut toujours mettre son plan à exécution. De plus, comme il aura son épée dans le dos, il ne sera pas touché directement. La seule chance de gagner est d'être plus rapide que le gobelin, et c'est le seul plan qu'ils ont, alors Lynn accepte de les aider. Alors que le gobelin s'apprête à attaquer une nouvelle fois, Lynn envoie un souffle de vent sur Nor et le fait voler vers l'avant à une vitesse incroyable. Il perd connaissance pendant une seconde, mais après avoir repris conscience, il utilise son amélioration physique pour se stabiliser, le pas de plume pour éviter les lancers d'arbres du monstre, et la guérison basse pour soulager le stress sur son corps. Cela lui permet de s'approcher suffisamment du gobelin et de lui asséner un coup net dans le front, délogeant la pierre de mana. Une fois la pierre de mana retirée, il sera beaucoup plus facile de tuer le gobelin, et Nor demande donc à Lynn de l'achever. Mais comme il souffre déjà beaucoup, il lui demande de ne pas le faire souffrir. Lynn accepte, mais elle brûle ensuite le gobelin jusqu'à ce qu'il meure, et je ne pense pas que cela compte comme une mort sans souffrance. Heureusement, ils en ont fini avec leur quête pour aujourd'hui, mais Nor dit qu'il va s'abstenir de participer à d'autres quêtes pour tuer des gobelins, car il n'est clairement pas assez fort pour s'occuper de simples gobelins comme il l'est maintenant. Plus tard dans la soirée, le prince a reçu des nouvelles de l'empereur gobelin que Nor et Lynn ont vaincu, et il est presque certain que l'Empire magique est derrière tout cela d'une manière ou d'une autre. Ce qui l'inquiète le plus, c'est la pureté de la pierre de mana qui a été implantée dans la tête du gobelin. Une telle chose ne peut provenir que de la sainte théocratie de Mithra, et ils doivent maintenant se préoccuper d'eux aussi. Le prince demande comment va Lynn après le combat, et il est soulagé d'entendre qu'elle n'a subi que des blessures mineures malgré le fait qu'elle ait été confrontée à un tel monstre. Mais d'après ce que Lynn a dit au corps secret, le gobelin utilisait sa magie d'occultation de haut niveau, il était donc probablement dans cette forêt depuis au moins 2 jours. Le prince est surpris que le gobelin ait utilisé une magie d'occultation imperceptible, même pour les forces spéciales. Mais comment l'Empire magique a-t-il pu transporter un tel monstre géant dans le royaume sans que personne ne s'en aperçoive? Même s'il s'agissait de magie d'invocation, les réseaux magiques du royaume auraient dû pouvoir le détecter. Il demande s'il y a des indices de la présence de l'empereur gobelin dans la forêt, et le corps secret mentionne qu'il y a un nombre décroissant de gobelins normaux dans la région, ce qui a incité la guilde à poster des postes pour mener une enquête. Au cas où il ne s'agirait pas d'un incident isolé, ils ont pris la peine de compiler tous les événements étranges qui se sont produits au cours des 3 derniers mois. Le prince les remercie et leur demande de continuer à enquêter au cas où quelque chose d'autre se produirait, afin qu'ils puissent lui en faire part. Au même moment, Nor et Lynn se présentent à la guilde pour réclamer leur récompense. Le maître de la guilde demande à Nor comment s'est déroulée sa première chasse aux gobelins. Nor, qui pense toujours que l'empereur gobelin est un gobelin ordinaire, répond que c'était beaucoup plus difficile que prévu et que si Lynn n'avait pas été là pour le soutenir, il n'a aucune idée de ce qu'il aurait fait. Le maître de la guilde rit et suppose que Nor a dû se cacher tout le temps pendant que Lynn faisait tout le travail, et que Nor est trop humble pour s'attribuer le moindre mérite. Il dit donc que c'est bien Lynn qui l'a achevé, mais qu'il aurait aimé savoir plus tôt que la pierre rouge sur le front du gobelin était un point faible. Le maître de la guilde n'a aucune idée de ce dont Nor parle, car les gobelins ordinaires n'ont pas de pierre magique sur la tête, alors il demande si ce qu'ils ont combattu n'était vraiment qu'un gobelin. Pour autant que Nor le sache, tous les gobelins mesurent 1,80 m, il affirme donc qu'il s'agissait d'un gobelin normal, et le maître de la guilde le croit sur parole. La paperasse est officiellement remplie, il ne leur reste plus qu'à fournir la preuve de l'assassinat du gobelin. C'est alors qu'ils se souviennent que Lynn a réduit le corps en cendres, et qu'il n'y a donc rien à présenter comme preuve. Au château, le prince Rhin reçoit un rapport compilé de tous les événements étranges qui se sont produits récemment dans le royaume, et il est choqué de constater que beaucoup de ces rapports sont similaires à l'incident qui s'est produit dans la forêt des bêtes. Cela signifie que l'ennemi a déjà largement infiltré le royaume. Il ordonne aux services secrets de rassembler tous les membres disponibles ayant des compétences en matière de recherche et de se rendre dans la forêt pour voir s'ils peuvent éliminer les intrus. Il souhaite également que les 6 souverains soient appelés en renfort, car il pourrait s'agir d'une grave situation d'urgence. Les services secrets se rendent sur place pour exécuter ces ordres, et Rhin n'arrive pas à croire qu'il ne s'est pas rendu compte à l'avance de ce qui se passait. Il n'a aucune idée de ce que l'Empire magique prépare, mais il est dégoûté de voir qu'ils sont prêts à mettre en danger la vie de tous les citoyens innocents d'ici juste parce qu'ils veulent les droits du donjon. Nor et Lynn sont en train de manger un morceau, et heureusement, le maître de la guilde a eu la gentillesse de donner la récompense à Nor, même s'il n'y avait pas de preuves. Il sait que Nor et Lynn ne mentiraient pas, et un seul gobelin ne vaut pas grand-chose de toute façon, alors il n'y a pas vu de mal. Nor est heureux d'avoir réussi sa première chasse avec Lynn, mais il commence à se demander combien de temps elle a l'intention de rester dans les parages.
C'est déjà le soir, le roi doit commencer à s'inquiéter, non? Au bon moment, Lynn se tourne vers Nor et lui dit qu'elle pense qu'il est temps pour elle de rentrer chez elle pour la journée, mais qu'elle sera de retour demain pour rester dans les parages. Juste avant qu'elle ne parte, Rhin arrive, mais il n'est pas là pour Lynn. Il est en fait venu chercher Nor car il a une requête à lui faire. Il s'excuse de lui avoir annoncé la couleur si soudainement, mais il veut que Nor se rende demain matin avec Lynn dans une ville du district des montagnes. Il dit qu'il fournira une voiture ainsi qu'une escorte pour le voyage, et bien sûr, Nor sera bien dédommagé pour le dérangement. Nor semble d'accord, il accepte donc les demandes de Rhin, même si on ne lui a pas donné beaucoup de détails sur la mission. Mais la raison pour laquelle Nor a accepté n'a rien à voir avec la mission, il n'a jamais eu l'occasion de monter dans une calèche auparavant, et il voulait donc voir à quoi cela ressemblait. Alors que la calèche traverse le paysage, Nor est émerveillé par la beauté des paysages qu'il n'a jamais vus que chez lui, dans la capitale. Cependant, Lynn ne semble pas apprécier le voyage autant que lui. Il lui demande si elle n'aime pas le paysage, mais Lynn reconnaît qu'il est plutôt beau. Elle se sent simplement malheureuse que Nor ait dû répondre à une demande de son frère. Nor lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter puisqu'il est bien payé pour cela, et qu'il lui doit toujours une faveur pour l'avoir aidé à chasser les gobelins. Avant qu'ils ne partent, Rhin explique l'itinéraire que suivra leur carrosse, disant qu'ils se dirigeront d'abord vers le district montagneux de Taureau, et qu'une fois arrivés, ils attendront un peu avant de continuer. Si rien d'étrange ne se produit pendant qu'ils sont là, alors ils continueront et traverseront la montagne jusqu'à la sainte théocratie de Mitra. Nor a demandé si c'était vraiment normal qu'il soit payé pour cela s'il n'avait rien à faire, et Rhin a répondu que c'était bien, mais que Nor ne ferait rien que dans le meilleur des cas où rien ne se passerait mal. Lynn espère vraiment que tout se passera bien, mais même si les choses tournent mal, Inès est là en renfort. Inès ne veut pas le dire, mais Rhin lui a donné un ordre secret avant leur départ. Il lui a dit que dans un avenir proche, une crise sans précédent allait s'abattre sur la capitale royale, et qu'il ne pouvait pas faire grand-chose pour l'arrêter. Il a donc dit à Inès que si elle apprenait la destruction de la capitale royale, elle devrait fuir vers Mitra avec Nor et Lynn. Il n'a pas parlé de ce plan à Lynn, car il savait qu'elle dirait sûrement qu'elle veut rester et se battre pour la capitale, et il ne peut pas permettre qu'elle se mette en danger. Elle pense que ce n'est pas une bonne idée de quitter la capitale en tant qu'escorte de Lynn et Nor alors qu'ils sont au bord d'une crise, mais Rhin insiste sur le fait que son travail est de la plus haute importance. Elle est la seule personne à qui il peut confier Lynn, il a donc besoin d'elle pour s'assurer que Lynn reste en sécurité, quoi qu'il arrive. De retour dans le présent, Inès et les autres font une pause au bord d'une rivière, et Inès prend un moment pour s'excuser auprès de Nor de s'être retrouvée mêlée à tous ses problèmes. Nor ne comprend pas ce qu'elle veut dire puisque c'est censé être un voyage normal, et surtout, il remarque qu'Inès semble contrariée par quelque chose, alors il lui demande si quelque chose la tracasse. Elle lui répond qu'elle est un peu inquiète en ce moment, surtout à cause de ses fonctions d'escorte, ce qui signifie qu'elle doit aussi veiller à la sécurité de Nor. Nor lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour lui, car il est parfaitement capable de se défendre, et que si les choses tournent mal, il s'enfuira si nécessaire. Inès lui dit qu'il n'aura pas besoin de le faire puisque si les choses tournent mal, elle peut les protéger, lui et Lynn, avec son bouclier. Nor est surpris qu'Inès ait un bouclier sur elle, car elle n'a pas l'air d'avoir d'équipement sur elle. Inès lui propose donc de lui montrer son bouclier, et utilise ses compétences pour générer un bouclier de lumière verte devant elle. Nor est encore plus étonné qu'avant, et Inès lui dit qu'il est libre de s'abriter derrière le bouclier s'il se trouve en grand danger. D'après ce qu'il a entendu de Lynn, Gilbert est censé être assez fort pour terrasser un dragon à lui tout seul, et Inès est presque son égal en termes de force. De son côté, Nor pense qu'il est comparativement faible puisqu'il peut à peine maîtriser un gobelin. Il dit à Inès qu'il la trouve incroyablement douée, mais elle n'appellerait pas cela du talent. Elle s'est rendue compte qu'elle avait un pouvoir spécial en elle lorsqu'elle était enfant à l'orphelinat, mais elle ne savait toujours pas ce que c'était. L'une de ses amies a vu la lumière qui émanait de sa main et a décidé de la toucher, ce qui a eu pour effet de blesser l'amie d'Inès. Cela a été incroyablement traumatisant pour Inès, mais une fois que les adultes l'ont découvert, ils ont rapidement soigné la jeune fille et ont convoqué Inès pour discuter de sa capacité. Inès n'a pas eu d'ennui puisqu'il s'agissait d'un accident, mais les adultes étaient plutôt intéressés par son pouvoir et lui ont demandé d'en faire la démonstration. À contre-cœur, elle leur montre sa lumière verte, et ils reconnaissent que ce pouvoir est un don du ciel. C'est une énergie qui peut prendre la forme d'une épée pour abattre ses ennemis ou d'un bouclier pour protéger ceux qui lui sont chers. C'est un pouvoir polyvalent qui peut même détruire un pays selon l'usage qu'elle en fait. Les souverains ont donc déclaré qu'ils lui apprendraient à utiliser son pouvoir correctement. Dandal, le souverain du bouclier, s'est chargé de son entraînement. En peu de temps, elle a pu former un bouclier capable d'arrêter des rochers avec facilité. Cependant, même si elle contrôlait ses pouvoirs, un incident avec son ami lui fit craindre de blesser accidentellement d'autres personnes, si bien qu'elle s'éloigna volontairement de son entourage. Mais le jour où elle a rencontré Nor, elle a été choquée de réaliser qu'elle avait déjà entendu son nom quelque part. Lors d'une mission avec Dandal,
Ils venaient de sauver Inès d'une mante géante, mais il y avait encore d'autres monstres devant eux, et les soldats qui les accompagnaient commençaient à montrer des signes de fatigue, si bien que Dandal avait dit qu'il souhaitait que quelqu'un comme Nor soit encore là. Nor avait gagné l'approbation de son père adoptif avant elle, et Inès avait donc développé une jalousie naturelle envers ce Nor, bien qu'elle ne l'ait jamais rencontré à l'époque. C'est pourquoi elle s'est montrée si hostile à Nor lorsqu'elle l'a rencontré pour la première fois et, honnêtement, elle est toujours jalouse. Mais elle ne veut pas laisser ses émotions entraver sa mission, car elle doit défendre Lynn à tout prix. Alors qu'ils traversent les champs, Nor remarque une étrange tache morte dans les champs, et Lynn comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Alors elle lance un sort de découverte et dissipe la magie de dissimulation pour révéler une grenouille géante venimeuse. Pendant ce temps, à la capitale, la situation s'est détériorée, comme Rhin l'avait prédit. Plusieurs monstres ont été aperçus dans toute la capitale, et bien que le corps des guerriers s'en occupe, il n'a pas assez de soldats pour faire face à tous les monstres. Rhin ordonne aux troupes d'épéistes de bloquer la route pour stopper la progression des monstres, et pendant ce temps, il demande aux services secrets et aux chasseurs de l'aider autant que possible. Le roi n'en revient toujours pas que Dorita ait pu être assez mesquin pour causer autant de destruction juste parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, et malheureusement, il ne semble pas que Dorita s'arrêtera à cela non plus, aussi le roi demande-t-il où sont les 6 souverains. Rhin lui explique qu'ils ont tous les 6 été envoyés à divers endroits en raison de l'apparition de monstres exceptionnellement puissants, et qu'ils sont donc un peu occupés en ce moment. Avec des forces aussi dispersées, leurs chances de victoire s'amenuisent de minute en minute, mais au moins Rhin a réussi à mettre Lynn à l'abri à temps. Pendant ce temps, chez Lynn et les autres, après que Lynn a lancé le sort de découverte, un petit garçon à côté du monstre se fait attaquer. Inès voit le monstre et le reconnaît comme un dragon de la mort noire. Mais en voyant le monstre attaquer le petit garçon, Nor ne se pose pas de questions et saute sur l'occasion pour le défendre. Alors que le monstre s'apprête à écraser le garçon, Nor apparaît devant lui et part le coup. Pendant ce temps, Inès demande à Lynn si elle a remarqué que le garçon est apparu en même temps que le monstre, ce qui signifie qu'il a également été dissimulé par le sort. Cela ne peut signifier qu'une chose, le garçon doit être un démon folk. Lynn se souvient d'avoir parlé des démons folk avec Rhin une fois, et le résumé est que les démons folk sont presque identiques aux humains, mais ils ont la capacité spéciale de former des liens mentaux avec les monstres à volonté. Ils sont donc plus proches des monstres que des humains et sont considérés comme des abominations par la plupart des gens. Certains documents indiquent que Mitra a été presque entièrement anéanti par les démons folk il y a 200 ans, et qu'à cause de cela, les démons folk ont été largement chassés par les humains jusqu'à ce que l'on pense qu'ils se sont éteints. Cependant, il existe encore des démons folk survivants dans le monde, et en raison de l'histoire et de leur quasi-extinction, ils vouent une haine extrême aux humains. Comme ce garçon est un démon folk, cela signifie qu'il a conduit le monstre jusqu'ici pour tenter d'attaquer la capitale avec lui. Inès ne peut pas croire que Nor aiderait quelqu'un qui est clairement un ennemi, mais quoi qu'il en soit, Lynn pense toujours qu'il devrait aller aider Nor. Mais Inès la fait reculer et lui dit qu'elle ne l'autorisera pas à l'aider parce que ce n'est pas sûr. Pendant que Nor part les attaques de la grenouille, il se rend compte que cette chose est beaucoup plus faible que le gobelin qu'il a combattu avec Lynn, donc s'il peut juste la retenir jusqu'à ce que Lynn ou Inès arrivent, la tuer devrait être facile. Cependant, il y a une chose que Nor n'a pas anticipée, la grenouille crache un gaz sombre dans sa direction. Normalement, Nor aurait dû sauter pour se sauver, mais s'il le faisait, le garçon serait blessé, et il décide donc de parer le gaz. Malheureusement, Nor est empoisonné, et les effets sont catastrophiques pour sa santé. Le sang commence à couler de sa bouche et de ses yeux alors que le poison commence à faire effet, et au vu des dégâts qu'il a déjà causés, Nor sait pertinemment qu'il s'agit d'un poison mortel. Il s'effondre sur le sol en perdant ses forces, et la grenouille est sur le point de cracher encore plus de poison. Lynn veut se précipiter pour le sauver, mais Inès l'en empêche, l'avertissant que le prochain nuage de poison sera beaucoup plus important et qu'elle ne ferait que se mettre en danger. Il est du devoir d'Inès de protéger Lynn à tout prix, alors si elle peut au moins s'assurer que Lynn survive à ce nuage, le royaume pourra être ranimé dans le pire des cas. De plus, un seul souffle du dragon de la mort noire est une condamnation à mort garantie, alors même si le plus grand guérisseur du monde se tenait prêt en ce moment, il ne pourrait pas sauver Nor. Alors que le monstre crache une nouvelle vague de poison, Inès utilise son bouclier pour la bloquer, mais une partie du poison parvient à s'infiltrer, et Lynn commence à utiliser Purifier pour essayer de le retenir, mais cela ne suffit pas. Tout en luttant contre le poison, Inès s'excuse auprès de Nor de l'avoir laissé mourir. Cela va à l'encontre de sa morale d'ignorer quelqu'un au bord de la mort devant elle, mais elle n'a pas eu le choix. Cependant, à sa grande surprise, elle voit Nor toujours en train de se battre contre la grenouille, même si du sang coule de sa bouche et de ses yeux. Elle comprend enfin pourquoi Dandal tenait Nor en si haute estime, et c'est grâce à sa volonté indomptable de protéger les autres, quel qu'en soit le prix. Mais même si Nor veut continuer, le poison finira par l'emporter. Peu après, Nor s'effondre à nouveau sur le sol, et il peut voir qu'il saigne beaucoup, mais pour une raison quelconque, il dit que c'est bien, et il semble qu'il a un plan pour vaincre la grenouille après tout.
Nous découvrons un peu l'histoire de l'enfant de Montfolk. Dès sa naissance, lui et tous les autres enfants dits maudits ont été mis au ban du monde pour leur capacité à contrôler les monstres. Ils ont tous été enfermés dans une cellule et ont reçu des aliments dégoûtants en guise de repas. Le pouvoir de contrôler les monstres a toujours existé, et il ne servait autrefois qu'à contrôler le bétail, mais à un moment donné, quelqu'un a décidé de commencer à contrôler les monstres et de les utiliser pour combattre dans une guerre, et ce pouvoir a donc été détesté depuis lors. En prison, le garçon était battu quotidiennement sans raison, et lorsqu'il demandait ce qu'il avait fait pour mériter un traitement aussi cruel, il était battu encore plus fort jusqu'à ce qu'il soit à peine reconnaissable. En outre, il n'a pas été nourri pendant 3 jours entiers. Après cela, il a appris à ne plus répondre s'il voulait minimiser la douleur qu'il subirait. Il fut ensuite exposé aux habitants de la ville pour qu'ils l'insultent et l'attaquent à leur guise. C'était la façon dont les de Montfolk étaient normalement traités, mais pour le garçon, c'était bien pire car il avait la capacité de lire dans les pensées, et il pouvait donc entendre toutes leurs pensées cruelles en même temps. Lorsque les gens ont compris qu'il pouvait lire dans les pensées, ils se sont mis à le détester tout particulièrement et à se montrer encore plus violents à son égard que d'habitude. Mais malgré toutes ses souffrances, l'idée de se venger ne lui a jamais traversé l'esprit. Il détestait sa situation, mais il n'aimait toujours pas l'idée de faire du mal à d'autres personnes. Cependant, un jour, son ravisseur lui demanda de prendre le contrôle de 2 monstres et de les utiliser pour attaquer un royaume voisin. Il essaya de persuader le garçon de le faire en lui proposant de réduire ses coups quotidiens à des coups bi-hebdomadaires et même de lui donner du pain un peu moins moisi. Mais si le garçon refusait, il serait traité bien plus durement qu'il ne l'était déjà. Le garçon essaya de lire dans l'esprit de son ravisseur pour comprendre son plan, mais l'homme portait un dispositif magique qui l'empêchait de lire dans l'esprit. Le garçon a donc été contraint de le croire sur parole et d'accepter le marché par crainte pour sa vie et celle de ses semblables. C'est pourquoi il était déterminé à utiliser le monstre pour tuer les habitants du royaume, mais en cours de route, la barrière qui l'entourait s'est brisée et il a perdu sa concentration pendant une seconde. Le monstre a alors réussi à échapper à son contrôle, et alors qu'il essayait de reprendre le contrôle, la grenouille l'a fait reculer et il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. À cause de son échec, les autres de Montfolk allaient probablement souffrir beaucoup plus qu'avant, mais même s'il se sentait mal pour eux, il était au moins heureux de pouvoir mourir sans être forcé de tuer qui que ce soit. Comme il ne voulait pas faire souffrir les autres, il espérait simplement que s'il renaissait, il ne serait pas aussi maltraité dans sa prochaine vie. Il ferma donc les yeux et se prépara à embrasser la mort. Cependant, avant qu'il ne soit tué, Nor est intervenu pour le défendre. Le garçon ne comprenait pas pourquoi quelqu'un du royaume risquait sa vie pour le sauver, et lorsque la grenouille lança son poison, Nor et le garçon en reçurent tous deux une forte dose. Cependant, alors que Nor avait la possibilité d'utiliser sa magie de guérison de base pour annuler le poison, il choisit de l'utiliser pour sauver le garçon pendant qu'il continuait à se battre. En peu de temps, Nor s'est effondré à cause de tout le poison présent dans son organisme, mais il était toujours persuadé qu'il pourrait s'en sortir. La confiance de Nor lui est venue d'une période de son enfance, après la mort de sa mère et son retour à la maison. Un jour, il s'est rendu dans la forêt pour cueillir des ingrédients pour le dîner du soir, et après avoir passé toute la journée dans la forêt, il a rassemblé toute une collection d'herbes. Il n'était pas sûr de la nature exacte de ces herbes, mais que pourrait-il arriver de pire s'il les mettait toutes dans sa soupe pour le dîner? C'est le pire qui puisse arriver. Nor est en train de se vider de son sang sur le sol, car la soupe s'est avérée très toxique. Comme il n'y a personne pour l'aider, il est condamné à mourir s'il ne fait rien pour se sauver rapidement, alors il utilise sa faible capacité de guérison pour essayer de récupérer un peu. Heureusement, cette capacité lui a permis de survivre jusqu'au matin. Une fois qu'il fut à nouveau capable de se tenir debout, il sortit se laver le visage, puis se rendit à la bibliothèque pour comprendre ce qu'il venait de manger. Il se rendit compte que l'herbe rouge qu'il avait apportée s'appelait la ruine de dragon, et que sa mère l'avait déjà spécifiquement averti de ne jamais en manger. Il n'arrivait donc pas à croire qu'il avait fait une erreur aussi stupide. Mais le fait d'être empoisonné n'allait pas suffire à l'empêcher de travailler. Nor lutta de toutes ses forces pour sortir afin de poursuivre son entraînement quotidien. Mais le poison l'avait considérablement affaibli, et il finit par s'écrouler de douleur sur le sol. Il utilisa une fois de plus la guérison basse pour essayer de se sentir mieux, et à sa grande surprise, il se réveilla un peu plus tard après avoir perdu connaissance, se sentant beaucoup mieux qu'avant. Son estomac ne lui faisait plus mal, ce qui était une bonne chose, mais il pouvait aussi dire qu'il avait incroyablement faim, alors il retourna dans la forêt pour trouver quelque chose à manger. Ce faisant, il fit très attention à ne pas cueillir une autre plante de ruine de dragon, et alors qu'il n'allait certainement pas refaire la même erreur, il se fit mordre au cul par un serpent à épines venimeuses alors qu'il était en train d'inspecter la plante. Il réussit à le tuer d'un coup de poing, mais le serpent était connu pour être extrêmement venimeux, et Nor s'effondra rapidement sur le sol à cause de cette morsure. Cependant, alors qu'une personne ordinaire serait déjà morte, Nor s'est réveillé quelques heures plus tard, et il semblait à nouveau en pleine forme. Il avait du mal à croire qu'il avait survécu à cela,
et comme il avait déjà tué le serpent, il décida de le ramener chez lui et d'essayer de le manger. Il s'est dit que s'il avait pu survivre à la morsure du serpent, il ne pourrait pas subir d'effets secondaires négatifs après avoir été mordu. Cette fois-ci, il avait raison, car le poison n'a pas eu beaucoup d'effet sur lui, et il s'est avéré être tout à fait délicieux. Le lendemain, Nor se mit en route pour vérifier son hypothèse. Il trouva un autre poison Spike et le força à le mordre pour voir ce qui se passait. Comme il l'avait pensé, le venin semblait se répandre dans son corps beaucoup plus lentement qu'hier, et il pensait donc avoir acquis une sorte de résistance au poison. Il était excité, car il pensait que c'était peut-être la clé qui lui permettrait d'acquérir une nouvelle compétence. Nor commença donc à chercher intentionnellement des choses empoisonnées à manger dans l'espoir d'acquérir une nouvelle compétence. Il lui arrivait de s'effondrer à cause d'une overdose de poison, mais il se relevait toujours et continuait à manger, quelle que soit la quantité de sang qu'il perdait au cours du processus. Il n'a jamais acquis de compétences liées au poison, mais à force d'ingurgiter des repas empoisonnés, il a fini par aimer le goût des choses empoisonnées. C'est pourquoi en ce moment, même s'il est menacé par le monstre, il ne pense qu'au goût de la grenouille après l'avoir tué. La grenouille essaie de l'écraser, mais Nor fait un saut périlleux arrière pour s'écarter à temps et se remettre sur ses pieds. Au début, le poison de la grenouille étant très fort, le corps de Nor a mis un certain temps à le contrer naturellement, ce qui explique pourquoi il s'est effondré pendant une seconde. Mais à présent, il a eu suffisamment de temps pour devenir totalement immunisé contre les attaques de poison de la grenouille, et il a donc repris le combat. En parant les coups de la grenouille, Nor finit par détruire toutes ses griffes, et lorsqu'elle tenta de lui sauter dessus, il para son visage et brisa également toutes ses dents. La grenouille avait compris qu'elle ne pourrait pas faire face à Nor normalement, alors elle commença à charger une énorme explosion de poison, et Nor supposa qu'il s'agissait d'une tentative désespérée de survie de la part de la grenouille. Cependant, pour Nor, ce n'est rien d'autre qu'un repas gratuit, et avant qu'elle ne puisse libérer le poison, Nor utilisa son épée pour lui claquer la bouche, provoquant l'accumulation du poison dans son corps et l'explosion de la grenouille. Nor était content d'avoir réussi à la vaincre, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander comment une grenouille aussi venimeuse avait pu se retrouver dans ce champ. Mais cela l'arrange, car plus une chose est empoisonnée, plus elle est savoureuse pour Nor. À ce moment-là, il se souvient qu'il y a un enfant derrière lui, alors il se retourne pour lui demander s'il va bien. Le garçon répondit qu'il allait bien, mais il avait l'air assez malade pour Nor, qui voulut donc demander à Lynn de le soigner correctement une fois qu'ils en auraient fini ici. Il demanda au garçon ce qu'il faisait ici, et le garçon ne voulut pas mentir, alors il dit à Nor que c'était lui qui avait amené la grenouille ici, et qu'il l'avait fait parce qu'il avait promis qu'il amènerait la grenouille dans la ville. L'engrenage commença à tourner dans la tête de Nor, qui essayait de trouver une explication à ce que le garçon venait de dire. Comme il aimait beaucoup les aliments empoisonnés, il ne voyait dans le dragon de la mort noire que du bétail à manger, ce qui l'amena à conclure que le garçon devait être un éleveur de grenouilles. Il en conclut également que le garçon devait se cacher dans une barrière parce qu'il ne voulait pas se faire voler sa viande de grenouille délicieusement empoisonnée. Nor pensait donc avoir gâché la livraison de viande du garçon et commença à s'en excuser abondamment. Il a proposé au garçon de lui rembourser la viande de grenouille, même si cela lui prenait quelques années, mais le garçon a répondu à Nor que ce n'était pas nécessaire puisque cela n'avait pas d'importance pour lui. Nor l'accepta, mais il était toujours curieux de savoir comment un jeune garçon comme lui avait réussi à amener cette grenouille aussi loin. Le garçon répondit avec hésitation qu'il avait la capacité de contrôler les monstres, et que c'était ce qu'il avait utilisé pour amener le monstre jusqu'ici. Nor pensa que le garçon devait avoir un talent extraordinaire pour pouvoir faire cela, mais le garçon précisa que ce n'était pas un talent, mais plutôt une capacité avec laquelle il était né. Le garçon a également dit à Nor qu'il était un démon folk, mais alors qu'il s'attendait à ce que Nor devienne hostile envers lui, Nor a simplement commencé à réfléchir à toutes les choses qu'il ferait s'il avait ce genre de pouvoir. Par exemple, il pourrait demander à des animaux de l'aider dans les champs, il pourrait envoyer des messages avec des oiseaux, et il n'aurait plus jamais à s'inquiéter d'être attaqué par un monstre la nuit, alors il souhaitait en quelque sorte avoir cette capacité aussi. Le garçon a demandé à Nor s'il n'avait pas vraiment peur de lui et de son pouvoir, mais Nor ne voyait pas pourquoi il devrait avoir peur puisque le garçon avait un pouvoir très utile. Le garçon a été choqué d'apprendre que Nor pensait que sa capacité était utile, et il a fondu en larmes parce qu'il n'aurait jamais cru que sa vie pouvait avoir un tel sens. Nor se reconnaissait beaucoup dans ce garçon, mais il ne comprenait pas pourquoi il avait si peu d'estime de soi alors qu'il possédait un si grand talent. Il supposait qu'il devait y avoir des circonstances atténuantes, mais il savait que le garçon deviendrait un jour quelqu'un de grand, et il l'assura donc qu'il avait un bel avenir devant lui. Lynn voulait commencer à le soigner immédiatement, mais Nor lui a dit qu'il allait très bien et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Lynn n'arrivait pas à croire que Nor allait bien après avoir reçu un coup du dragon de la mort noire, car le souffle du dragon n'était pas seulement empoisonné, c'était une concentration extrême de miasmes qui aurait corrompu même le sol, alors comment diable Nor aurait-il pu y résister ? Il n'y a qu'une seule explication qui lui vienne à l'esprit.
elle s'est souvenue que le saint souverain lui avait un jour montré une technique connue sous le nom d'esprit sacré. Une fois perfectionnée, elle permet d'annihiler toute forme de corruption et de purifier tout ce que l'utilisateur touche. Il a fallu 40 ans à Sainte Souveraine pour l'acquérir, mais Nor y est parvenue en moins de la moitié du temps, sans même s'en rendre compte. Nor demanda alors à Lynn si elle pouvait soigner son nouvel ami ici, mais le garçon répondit qu'il n'avait pas besoin de soins non plus puisqu'il était parfaitement indemne. Après l'avoir regardé, Lynn a tout de suite compris qu'il s'agissait d'un démon folk, mais Nor ne voyait pas en quoi cela posait un problème. Il espérait donc qu'il permettrait au garçon de se joindre à eux dans la calèche afin qu'ils puissent lui faire un tour. D'après ce que Lynn savait, les démons folk étaient une race terrifiante que la plupart des pays recommandaient de tuer à vue. Elle demanda donc à Nor s'il était vraiment d'accord pour emmener le garçon avec eux, même après qu'il ait amené un monstre et causé un tel désastre. Nor admit qu'il était regrettable que le champ ait été détruit, mais il pensait qu'il devait aider le garçon puisqu'il avait tué la grenouille empoisonnée qu'il avait travaillé si dur pour amener ici. Au fait, Nor se souvenait que le garçon avait promis à quelqu'un de ramener la grenouille ici, mais qui était cette personne au juste? Le garçon lui a répondu qu'il n'en était pas sûr, puisqu'ils ne lui ont jamais permis d'obtenir cette information, et Inès a pu voir qu'il ne mentait pas. De plus, à l'état de son corps et à sa façon d'agir, Inès pouvait dire qu'il devait être un esclave, d'où qu'il vienne. L'esclavage est interdit dans le royaume de Clay, mais il n'en va pas de même dans les autres pays. Elle demanda au garçon s'il se souvenait du chemin pour retourner d'où il venait, mais le garçon avait les yeux bandés avant d'être déposé au milieu de nulle part et qu'on lui dise d'aller dans cette direction. Lynn s'est rendue compte qu'elle avait peut-être mal jugé le garçon, et elle a donc demandé à Inès si elle pouvait quand même emmener Rollo dans son voyage. Mais il y a un problème majeur à cette idée, et c'est le fait que les démons folk sont interdits d'entrer dans Mitra, donc s'ils essaient d'y emmener Rollo, ils pourraient être considérés comme des ennemis. C'est alors qu'ils entendent une voix derrière eux, et qu'ils voient un homme debout, surpris car ils s'attendaient à ce que Rollo soit déjà mort. L'homme remarque également que Rollo a raté son travail de livraison de la grenouille, et comme il semble être au courant de la livraison, Nor lui demande s'il est celui qui a ordonné à Rollo de faire cela. L'homme répond que ce n'est pas lui, c'est juste quelqu'un qui a été engagé pour éliminer Rollo et aider au bon déroulement de la mission. Il demande à Nor si c'est lui qui a tué la grenouille, et Nor confirme que c'est lui. Il s'excuse, car il pense toujours que la grenouille était destinée à être mangée, mais l'homme lui dit qu'il ne se soucie pas de la grenouille, il a juste été engagé pour attraper Rollo. Nor comprend que l'homme est venu chercher Rollo, et il n'a pas tort, mais les intentions de l'homme sont loin d'être innocentes. L'instant d'après, l'homme disparaît et apparaît derrière le groupe. Nor part son attaque, mais ne comprend pas pourquoi l'homme a attaqué sans crier gare. L'homme se rend compte que Nor ne sera pas un adversaire facile à battre. Il recule d'un pas et demande calmement à Nor s'il est prêt à lui remettre le garçon sans se battre. Rollo vaut apparemment beaucoup d'argent, mais seulement en tant que cadavre. Comme Nor n'a manifestement pas l'intention de le laisser tuer Rollo, l'homme frappe à nouveau. Nor a toujours du mal à comprendre pourquoi l'homme veut tuer Rollo, alors l'homme explique qu'il pourrait aussi ramener Rollo vivant, mais que son client l'assassinerait de toute façon. Alors pourquoi se donner tant de mal? Il pense même rendre service à Rollo en mettant fin à ses jours rapidement, mais Nor ne comprend toujours pas ce qui se passe. L'homme renonce à toute explication et tente de sauter par-dessus la tête de Nor pour frapper Rollo, mais Nor parvient à le rattraper et à renvoyer l'assassin en arrière, brisant sa dague par la même occasion. Nor et l'assassin se déplacent si vite que Lynn a du mal à les suivre. Inès essaie donc de la garder près d'elle pour la protéger au cas où il serait pris entre deux feux. L'assassin commence à s'agacer de la résistance de Nor, il sort d'autres dagues et tente de le frapper à plusieurs reprises, mais Nor parvient à se défendre contre chacun de ses coups et à le repousser à nouveau. Il considère désormais Nor comme un véritable obstacle à la réussite de sa mission, et va donc commencer à essayer sérieusement de le tuer. Il s'élance à une vitesse folle et tente de poignarder Nor au visage, mais ce dernier parvient une fois de plus à parer l'attaque, bien qu'elle l'envoie en arrière. Une fois qu'il a repris pied, Nor remarque qu'il est incroyable que quelqu'un puisse générer autant de force en un seul coup avec un si petit couteau. L'assassin est surpris que Nor ait pu bloquer une attaque sérieuse de sa part, et de plus, il a même brisé une autre des dagues de l'assassin, et ce dernier se dit que Nor est vraiment intéressant. Il sort une autre dague et s'élance pour tenter d'accabler Nor, mais malgré tous ses efforts, Nor tient bon. Cependant, à ce rythme, Nor ne va pas pouvoir tenir longtemps en protégeant Rollo, car il ne peut pas suivre les attaques de l'assassin en se basant uniquement sur son instinct. La pression de leur combat est si intense qu'Inès a dû mettre en place un bouclier pour que Lynn ne risque pas d'être prise dans le chaos. Il lui a fallu du temps, mais elle a fini par reconnaître l'assassin. Son sens de la mode correspond à celui de l'ancien aventurier de rang S, le dit Manzadu. Il y a quelque temps, Inès a assisté à une réunion avec tous les souverains, et elle s'est intéressée à de vieux documents qu'elle a trouvés. Il s'agit d'une cible déclarée officiellement morte, mais elle ne se souvient pas d'avoir vu quelqu'un s'occuper de cette personne. Les souverains lui ont dit qu'il valait mieux ne pas s'occuper de cette mission et se contenter de déclarer la cible morte, parce qu'il serait trop difficile de la poursuivre.
La cible était Zadu, qui est devenu un aventurier de rang S à un jeune âge, mais ses actions l'ont conduit à devenir un homme recherché. Cependant, il est trop fort pour qu'aucun d'entre eux ne prenne le risque de s'en prendre à lui. Ils ont donc décidé de le laisser tranquille tant qu'il ne cause pas d'ennui dans le royaume. Gilbert était curieux d'en savoir plus sur Zadu, car il est apparemment assez fort pour que les autres souverains aient peur de l'affronter. Enfant, Zadu maîtrisait déjà l'art de l'alchimie naine. À l'âge de 13 ans, il avait déjà tué son premier dragon. Par la suite, ses capacités ont été reconnues dans tout le pays, au point qu'il est devenu le summum de tous les héros. Cependant, si Zadu semble être le héros parfait, il n'a jamais eu d'oncle Ben, et il a commencé à utiliser ses pouvoirs de manière irresponsable. Par exemple, il a assassiné 36 membres d'une famille de marchands, alors qu'il est rare qu'un aventurier tue des gens ordinaires. Cependant, si d'un côté, il a tué un certain nombre de personnes, d'un autre côté, il était capable de tirer sur un dragon, et ils n'ont donc pas voulu prendre le risque d'en faire un ennemi. Finalement, la question de la punition de Zadu a été reportée et il n'a subi aucune répercussion. Zadu est prêt à accepter n'importe quel travail, aussi diabolique ou dépravé soit-il, car tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent qu'il reçoit. En fait, il a déjà littéralement détruit un pays entier à la demande d'un client, il a tué tous les membres de leur armée et a ensuite massacré toute la famille royale. C'est pourquoi la guilde a décidé de faire croire qu'il avait déjà été tué afin que personne ne prenne le risque de l'attaquer à nouveau. De retour auprès de Zadu, celui-ci vient de perdre une nouvelle dague, et il est contrarié car il a presque épuisé toute sa collection dans ce combat contre Nor. Nor s'excuse d'avoir détruit toutes les dagues de Zadu, mais il dit que Zadu est en partie responsable d'avoir attaqué de nulle part comme ça. Zadu répond que ce n'est pas grave puisqu'il ne cherchait pas à s'excuser, mais il trouve tout de même étrange que ces dagues continuent de se briser alors qu'elles sont toutes faites d'oricalques et de défense de dragon, ce qui devrait les rendre pratiquement indestructibles. De plus, il se pose beaucoup de questions sur l'épée que Nor utilise, car elle ne ressemble à rien de ce qu'il a vu auparavant. Il décide alors de jouer la carte de la sécurité et lance son arme ultime en l'air. Elle se met alors à briller en rouge, et dans un éclair de lumière rouge, Unlimited Bloodworks est activé. Il y a maintenant des milliers de lames, toutes dirigées vers Nor, et peu importe le nombre de lames que Nor réussit à détruire, Zadu peut toujours en fabriquer d'autres. Nor fait de son mieux pour parer toutes les croix, mais elles sont trop nombreuses et il est obligé de se laisser poignarder pour protéger Rollo. Inès se rend compte qu'il y a trop de croix lancées sur Nor, elle veut donc aller l'aider, mais avant de le faire, elle s'arrête car sa mission est de s'assurer que Lynn arrive à bon port, elle ne doit donc pas quitter le côté de Lynn pour quelque raison que ce soit. Cependant, après avoir réfléchi, elle décide d'aller aider Nor. Alors que Nor continue de lutter contre le barrage d'innombrables croix, il se rend compte qu'il ne sera pas en mesure de contrer l'attaque imminente, et il se prépare donc à recevoir l'inévitable coup de couteau. Cependant, à sa grande surprise, Inès intervient à la dernière seconde et arrête les croix avec son bouclier. Sa mission est peut-être de protéger Lynn, mais elle se rend compte que Nor est bien plus fort qu'elle et que sa présence améliorerait grandement les chances de Lynn de survivre aux menaces qu'ils rencontreront, alors elle refuse de le laisser mourir ici. Elle utilise certains de ses boucliers pour attaquer Zadu, et Nor est vraiment impressionné, mais bien que cela le tienne occupé, il ne semble pas qu'aucune de ses attaques ne touchera Zadu. Ses croix parviennent à esquiver les attaques d'Inès, qui demande donc à Nor de l'aider un peu. Elle peut s'occuper de leur défense pour l'instant, mais elle n'a pas la vitesse nécessaire pour abattre Zadu, c'est pourquoi elle a besoin de Nor pour le faire. Nor n'est pas sûr de pouvoir manier des lames qui se déplacent aussi vite, mais il a déjà réussi à toucher des oiseaux qui se déplaçaient plus vite que lui, alors il pourrait peut-être s'en sortir. Il ramasse l'une des griffes brisées de la grenouille et dit à Inès qu'il a une idée, à son signal, il veut qu'elle laisse tomber le bouclier qu'elle a placé juste devant lui. Nor donne le signal, et Inès lâche quelques boucliers pour lui permettre d'attaquer. Avec quelques écailles de dragon dans la main, Nor active ses capacités d'amélioration physique et de lancer de pierres, ce qui transforme son bras en lanceur de missiles antiaériens. Alors que les fragments de griffes détruisent toutes les croix qui se trouvent sur leur chemin, Nor a encore beaucoup de munitions, alors qu'il recharge, il demande à Inès de laisser tomber le bouclier à nouveau, et il procède à la destruction d'encore plus de croix de Zadu. Il semble qu'il progresse régulièrement, et alors qu'elle ne fait pas attention, Zadu se faufile derrière Inès et manque de la poignarder dans l'œil, mais à la dernière seconde, Nor réussit à parer l'attaque, brisant encore une fois une des dagues de Zadu. Cette attaque semblait très proche, mais pour Nor, la bloquer n'a été qu'un défi. Zadu n'arrive pas à croire que Nor soit capable de réagir aussi rapidement à ses attaques et qu'il ait réussi à briser une dague en adamantite. Nor s'excuse à nouveau d'avoir détruit une dague aussi précieuse, mais c'est toujours la faute de Zadu qui a attaqué le premier. Zadu dit qu'il n'a pas besoin d'excuses, mais qu'il doit se rattraper pour tout l'argent qu'il a perdu avec ses dagues détruites. Il tente à nouveau d'attaquer Nor, mais ce dernier réussit à bloquer et à briser une autre dague. Zadu demande à Nor comment il parvient à déjouer toutes ses attaques, mais Nor ne peut pas vraiment expliquer ses méthodes, il sait juste comment réagir. Zadu pense qu'il doit y avoir un secret derrière le pouvoir de Nor,
mais il devra le découvrir un autre jour car, pour l'instant, il n'en a plus besoin. Après toutes les lames détruites par Nor, Zadu va devoir faire beaucoup d'efforts pour récupérer le mithril nécessaire à leur remplacement, et il ne veut pas perdre d'autres lames, il va donc renoncer à récupérer la récompense pour Rollo. Il avait également l'intention de se rendre au royaume, car il a entendu dire qu'il s'y passait quelque chose d'intéressant, mais il y renonce également. Inès demande à Zadu ce qu'il entend par quelque chose d'intéressant au royaume, mais Zadu ne connaît pas les détails. Il sait juste que ce sera vraiment extravagant. Il appelle Rollo et lui dit qu'il a de la chance que Nor soit là, car peu importe le type d'attaque qu'il tente, Nor a toujours une longueur d'avance sur lui. Il tente même une dernière attaque sournoise, mais comme on pouvait s'y attendre, Nor la bloque facilement. Zadu ne pourra pas accomplir sa mission tant que Nor sera là. Il recule donc d'un pas et se téléporte avec sa magie. Nor pousse un soupir de soulagement maintenant que Zadu est parti, mais Lynn s'inquiète de l'événement qui se déroule apparemment à la capitale. Nor lui demande si elle veut retourner à la capitale, si elle est si curieuse de ce qui se passe, mais dès qu'il mentionne la capitale royale, Rollo commence à trembler de peur. Avant d'être chargé de transporter le dragon de la mort noire, il a entendu ses ravisseurs parler d'un monstre terrifiant qui allait être envoyé à la capitale, un monstre qui ferait passer le dragon de la mort noire pour une minuscule grenouille. En entendant cela, Lynn dit qu'ils doivent se dépêcher de retourner à la capitale immédiatement car la situation est plus grave qu'elle ne le pensait au départ. Elle demande à Nor s'il est prêt à l'accompagner à la capitale, et Nor est d'accord, mais Inès leur dit qu'ils ne peuvent pas y aller. Elle est sur le point de parler à Lynn de l'ordre qu'elle a reçu de Rin, mais Lynn est déjà au courant. Rin lui avait dit qu'elle devait s'enfuir avec Lynn si quelque chose se passait dans la capitale. Lynn ne l'a pas entendu de lui directement, mais elle sait comment Rin pense, donc elle est bien consciente de ce qu'il voudrait, mais elle ne peut pas accepter le plan selon lequel elle serait la seule à s'échapper. Cela signifie que le royaume serait toujours en danger pendant qu'elle s'échappe, et elle ne peut pas laisser quelque chose comme ça se produire. C'est exactement ce qui est arrivé aux démons lorsque leur patrie a été détruite, et si Lynn ne fait rien maintenant, elle subira certainement le même sort. Inès finit par accepter d'y retourner, mais elle veut que Lynn lui promette de ne pas la quitter. Rollo dit qu'il ira aussi, car il se sent en partie responsable de l'incident, et il veut donc aider à le résoudre. Nor tape sur la tête de Rollo pour avoir été si responsable, et Lynn remarque le regard profond sur le visage de Nor. Elle pense donc qu'il doit avoir un moment de réflexion profonde, mais en réalité, il regrette juste le fait qu'il n'ait jamais pu goûter à la grenouille empoisonnée. De retour à la capitale, la ville est en ruine, mais grâce aux efforts des 6 souverains, ils ont réussi à tenir bon. Le problème, c'est que Rin ne sait pas d'où viendra la prochaine attaque. Elle pourrait venir du nord, du sud, ou peut-être même d'en haut. Mais d'après les rapports, aucune bête volante n'a été aperçue dans les environs. C'est peut-être ce que disent les rapports, mais Rin remarque quelque chose dans le ciel, alors il lance un sort de découverte, et à sa grande horreur, il découvre un dragon qui se profile au-dessus de la ville, et ce n'est pas n'importe quel dragon non plus, c'est un dragon de la calamité. Le titre de « Tueur de dragons » a été donné au héros du livre de Nor après qu'il a tué un dragon maléfique qui terrorisait les terres. Nor a été tellement impressionné qu'il a dit qu'il voulait lui aussi tuer un dragon. Mais son père lui a expliqué que tuer un dragon n'était pas chose aisée. Certains dragons sont incroyablement forts et vivent depuis des milliers d'années, si bien qu'un seul d'entre eux peut facilement réduire des montagnes en ruine ou détruire un continent entier. Retour au présent. Alors que Nor et les autres se dirigent vers la capitale, Nor remarque quelque chose d'anormal et dit à tout le monde qu'il a l'impression qu'un monstre se trouve dans les parages. Les autres ne voient rien, mais Nor sent clairement quelque chose et le pointe du doigt. Un peu plus tard, le dragon de la calamité apparaît. Rin n'arrive pas à croire que l'Empire soit assez stupide pour lâcher une telle chose sur le monde, juste parce qu'il n'a pas réussi à voler les donjons. Le dragon de la calamité est censé s'être endormi il y a 150 ans, ce qui signifie qu'il devrait encore être en période d'hibernation pendant au moins quelques siècles. Mais l'Empire a choisi de le réveiller et de le mettre sur la voie de la destruction du royaume. Rin ordonne à tous ceux qui sont venus s'abriter dans la capitale d'évacuer immédiatement. Cependant, depuis les toits, la jeune souveraine sent que de la magie est utilisée pour bloquer les routes d'évacuation, une tactique destinée à occuper chacun des souverains afin qu'ils ne puissent pas s'unir pour affronter le dragon. Le roi regarde par la fenêtre à l'approche d'une mort certaine, et Gilbert tente de le convaincre qu'il devrait lui aussi évacuer. Mais le roi lui dit d'aller aider à évacuer les citoyens et de s'assurer qu'ils sont en sécurité, car il a son propre devoir à remplir et ne peut pas encore quitter la capitale. Inès regarde le dragon survoler la ville, ce qui entraînera sans aucun doute la destruction totale de la capitale, et ils ont donc déjà dû commencer à évacuer les citoyens en toute sécurité. Cependant, Lynn sait que son père n'évacuera jamais la ville, il se servira probablement de bouclier entre le dragon et son peuple. Mais même quelqu'un d'aussi puissant que le roi n'a aucune chance face à ce dragon. Lynn est dévasté à l'idée que le royaume et sa famille vont être détruits, mais Nor est tout simplement stupéfait, car c'est la première fois qu'il voit un dragon. L'autre était un dragon, mais Nor pense toujours que ce n'était qu'une grenouille de ferme.
Il demande à Lin si son père et son frère sont toujours dans la capitale, et elle est sûre qu'ils choisiront de rester en arrière et de s'assurer que tout le monde arrive à bon port. Mais il est trop tard pour qu'ils puissent aider maintenant, car ils sont encore très loin du royaume. Nor ne pense pas que la distance soit un problème puisqu'il peut probablement y arriver en courant, mais Lin est choqué d'entendre que Nor pense qu'il peut y arriver, étant donné que le royaume est encore à près de 100 km et qu'il va être détruit dans quelques minutes. Il dit qu'ils peuvent utiliser le même stratagème que celui qu'ils ont utilisé contre le gobelin dans la forêt. Il veut donc que Lin le frappe avec le souffle de vent le plus puissant qu'elle puisse générer, et il fera le reste. Il doit beaucoup aux habitants de cette ville et veut donc au moins aider Rein et le roi à s'enfuir s'il le peut. Puisque Nor dit qu'il peut y arriver, Lin décide de lui faire confiance et d'arrêter d'hésiter. Le roi se souvient de la rencontre qu'il a eue avec l'empereur, qu'il a menacé d'écraser le royaume s'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Mais le roi n'a pas cédé et lui a dit qu'il ne renoncerait jamais au donjon des perdus. L'empereur a déclaré qu'une ressource aussi précieuse était gaspillée entre les mains du roi et que s'il utilisait pleinement le pouvoir qu'il renferme, il pourrait facilement contrôler le monde. Cependant, le roi estime qu'il est préférable de ne pas interférer avec des puissances que l'on ne peut pas contrôler. L'empereur a clairement une position différente, car le dragon n'est certainement pas contrôlable, mais il semble que l'empereur ne se soucie pas de ce qui se passe tant qu'il finit par obtenir ce donjon à la fin. Le roi a sous-estimé le caractère impitoyable de l'empereur. S'il avait pu faire les choses différemment, il lui aurait peut-être laissé le donjon dès le départ. Cependant, ce qui est fait, et la seule chose à laquelle il pense c'est que Lin a réussi à se mettre à l'abri. Il pense qu'il n'est pas fait pour être roi d'une telle nation, car il est bien plus fait pour une vie sur le champ de bataille. Il s'excuse auprès des habitants du royaume qui ont été condamnés parce qu'ils l'ont suivi, et même si cela ne suffit pas à réparer ses erreurs, le roi va s'assurer qu'avant de mourir, il enlèvera un des yeux du dragon. Du côté de Nor, Inès utilise son bouclier divin pour créer un cylindre qui concentre le souffle de vent de Lin et demande à Nor de se placer devant. Une fois qu'il s'est exécuté, Lin se prépare et lance toutes les barrières magiques qu'elle s'est créées sur le cylindre pour s'assurer qu'aucune énergie n'est gaspillée. C'est Nor qui a suggéré cette idée, mais il commence à s'interroger sur la dangerosité de la chose. Une fois que Lin a fini de lancer toutes les barrières, elle dit à Nor qu'elle est sur le point de lancer le souffle de vent, mais qu'il sera beaucoup plus puissant que la dernière fois, et qu'il doit donc se préparer à l'impact. Nor lui demande de patienter une seconde, mais il est trop tard, elle a déjà mis tout ce qu'elle avait dans le sort et lance un sextuple souffle de vent qui projette Nor à au moins Mach 10. À la capitale, le dragon se dirige directement vers le roi et commence à charger son souffle de dragon pour l'anéantir. Il s'agit de la même flamme qui a réduit le continent en cendres il y a des centaines d'années, et le roi n'a aucune chance de survivre à un coup direct. Le roi s'en rend compte lui-même, mais même s'il va être tué, il doit s'assurer de faire quelque chose de cool avant de mourir, alors il sort une épée et se prépare à frapper le dragon avec tout ce qu'il a dans le ventre. Cette épée est l'épée d'explosion, qui canalise tout le mana de l'utilisateur en un seul coup puissant, mais au prix de la vie de l'utilisateur, de sorte que le roi semble se sacrifier pour avoir au moins une chance de blesser le dragon. Cependant, juste avant que le roi ne déclenche son coup, Nor surgit de nulle part et par le visage du dragon, ce qui a pour effet d'envoyer le souffle du dragon dans le ciel et de faire tomber le dragon au sol. Le dragon n'a aucune idée de ce qu'il a assommé, mais lorsqu'il reprend conscience et voit Nor debout, il comprend que c'est lui qui a fait le coup et tente de l'écraser avec sa queue. Mais Nor la pare et fait retomber le dragon sur le sol. Nor a cru qu'il allait mourir après que Lin lui a tiré dessus, mais il a repris conscience juste à temps pour reprendre le contrôle de son amélioration physique et sauter par-dessus les murs du château. Cependant, il n'a pas pu s'arrêter, et il a fini par voler vers le dragon, qu'il a dû parer. Il ne veut plus jamais se faire tirer dessus comme un boulet de canon, mais Nor est surprise par la facilité avec laquelle il a pu parer le dragon, qui est censé être une calamité qui mettrait fin à la nation. Il est choqué par l'énormité du dragon, mais l'impact du vent de Lin l'a beaucoup plus effrayé. Il est persuadé qu'il devrait pouvoir se battre contre cette chose, et il se tient donc prêt à l'affronter. Pendant ce temps, Lin et Inès sont arrivés à la capitale et ont l'intention de sauver le roi pendant que Nor distrait le dragon ancien. Cependant, en chemin, un énorme morceau du bâtiment se précipite sur elle, faisant tomber Lin au sol, mais Inès réussit à la protéger en dressant un bouclier. Lin remercie Inès de lui avoir sauvé la vie, mais en regardant devant elle, elle voit plusieurs empereurs gobelins se diriger vers elle. Ces gobelins sont bien plus petits que celui qu'elle et Nor ont combattu dans la forêt, mais un empereur gobelin reste un monstre redoutable, et elle ne sait pas comment ils vont s'en sortir. Elle doit commencer à penser comme Nor et se dire que ce ne sont que des gobelins ordinaires et qu'il devrait être facile de les abattre. Inès comprend ce que Lin essaie de dire, et il est vrai que les empereurs gobelins ne représentent pas une si grande menace que le dragon aîné que Nor est en train de combattre. Ils tiennent bon, alors que les gobelins foncent sur eux, Lin leur lance un sort de glace. Mais les gobelins sont trop rapides pour que l'attaque tombe. Rollo se rend compte qu'il doit faire quelque chose, il utilise ses pouvoirs et ordonne au monstre de rester immobile, et les gobelins se figent tous sur place.
Lynn en profite pour utiliser la magie de glace pour geler les gobelins, tandis qu'Inès utilise son pouvoir pour créer une épée et les transpercer tous. Lynn est très impressionnée par Inès, car non seulement elle est digne d'être connue sous le nom de bouclier divin, mais elle peut aussi abattre n'importe quel ennemi avec son épée divine. Et puis il y a Rollo, qui a pu arrêter les empereurs gobelins en quelques mots. Elle sait que c'est un démon folk, mais le fait qu'un garçon comme lui ait autant de pouvoir est insensé. Pendant ce temps, le dragon fait une crise existentielle en voyant ce petit humain parer toutes les attaques qu'il lui lance. Pire encore, bien que les griffes et les écailles du dragon soient censées être indestructibles, Nor les ébrèche lentement et cause des dégâts au dragon, et Nor transpire à peine. Nor est impressionné par le fait que son épée n'est toujours pas endommagée, même après toutes les parades qu'il a effectuées, et il commence à se demander de quoi cette chose est faite. Le dragon se rend compte qu'il ne pourra pas battre Nor avec des attaques physiques, mais cela ne veut pas dire qu'il va perdre, car il a une attaque qu'il est sûr que Nor ne pourra pas parer. Le dragon s'envole dans les airs et commence à charger une autre attaque de souffle de dragon, qu'il lance directement sur Nor, mais ce dernier ne se laisse pas décontenancer et la pare quand même. Nous savions tous que cela arriverait, mais Nor a officiellement paré une attaque nucléaire. Le dragon n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer, et Rollo peut voir qu'il est en colère mais aussi frustré parce que Nor ne le traite pas comme une menace sérieuse alors qu'il fait de son mieux pour être destructeur. Le dragon ancien est une bête orgueilleuse qui se croit la plus puissante des créatures, et le fait que Nor le contrarie aussi facilement est un véritable coup dur pour son ego. Il tente désespérément de l'attaquer une dernière fois pour affirmer sa force, mais Nor part à nouveau son attaque et brise l'une des griffes du dragon. Il se met alors à terre et se soumet à Nor. Tous ceux qui viennent d'assister à cette scène sont sans voix, et Nor ne sait pas vraiment ce qui se passe non plus, mais il semble que le dragon ne veuille plus se battre, et c'est donc sa victoire. Il se souvient de l'histoire de sa jeunesse et de la façon dont le héros de son livre a tué un dragon et utilisé les matériaux qui en provenaient pour apporter richesse et prospérité au pays. Cependant, même si ce dragon a causé tant de dégâts, Nor ne peut pas se résoudre à le tuer, et il s'assoit simplement devant lui. Nor remarque que les autres accourent pour le voir, alors il se lève et leur dit qu'il va bien. Ils sont choqués que Nor ait pu terrasser un dragon sans se blesser, mais Nor dit que c'est grâce à Rollo, car il suppose que c'est Rollo qui a calmé le dragon. Rollo a peut-être arrêté les gobelins, mais il n'a rien fait pour arrêter le dragon et le dit à Nor. Cependant, si c'est le cas, la raison pour laquelle le dragon a cessé d'attaquer n'a aucun sens. Nor est toujours inconscient du fait qu'il a brisé l'ego du dragon, et il en conclut que c'est Rollo qui a dû l'arrêter et qu'il ment pour que les gens n'aient pas peur de lui. Il décide d'accepter le mérite pour le bien de Rollo, mais il a une autre requête. Il veut que Rollo renvoie le dragon d'où il vient, mais Inès est contre cette idée car le dragon est une menace sérieuse et il faut s'en occuper immédiatement. Nor sait que l'option la plus sûre serait de tuer le dragon maintenant, mais il ne peut se résoudre à le faire. Aussi, tant que le dragon ne fait de mal à personne, Nor veut le laisser vivre. Il sait que sa demande est un peu égoïste, mais il aimerait que Lynn y réfléchisse au moins. Lynn y réfléchit un instant et bien qu'elle ne soit pas tout à fait d'accord avec l'idée, si c'est ce que Nor veut, elle est prête à l'accepter. Nor est heureux de l'entendre et maintenant qu'il a la permission, il demande à Rollo s'il peut ordonner au dragon de partir. Rollo accepte, mais vu la puissance du dragon, il ne peut pas vraiment lui ordonner de faire quoi que ce soit. Le mieux qu'il puisse faire est de lui demander poliment de partir et d'espérer qu'il l'écoutera. Rollo s'approche nerveusement du dragon et lui transmet la demande de Nor, mais à sa grande surprise, le dragon accepte immédiatement et dit qu'il fera tout ce que son maître lui demande. Tout le monde est choqué que le dragon ait utilisé le mot « maître », mais alors que les autres déduisent à juste titre que le dragon fait référence à Nor comme étant son maître, Nor pense que le dragon fait référence à Rollo à la place. Peu importe qui est le maître, il est dans l'intérêt de tous que le dragon écoute les demandes de Nor, qui ajoute donc une condition. Le dragon ne doit plus faire de mal aux humains. Rollo transmet l'information et le dragon dit qu'il comprend. Il se lève et s'envole dans les airs avant de pousser un dernier rugissement et de s'envoler. Cependant, au moment où le dragon s'en va, un rayon laser est tiré, qui envoie le dragon s'écraser dans la forêt. L'auteur du rayon laser n'est autre que l'empereur, qui déclare d'un ton moqueur que même un puissant dragon n'est qu'un pion dans sa main, et qu'il peut s'en débarrasser quand bon lui semble. Il utilise son télescope pour observer ce qu'il reste du royaume, et il est honnêtement surpris qu'il soit encore debout, car il pensait que le dragon l'aurait déjà détruit. Mais en fin de compte, cela ne change pas grand-chose, car il n'a qu'à achever le royaume lui-même. Il donne l'ordre à ses troupes de commencer leur attaque, et d'un geste de la main, des centaines de soldats apparaissent, armés d'épées, de fusils et de canons. Avant que ce plan ne soit mis à exécution, le conseiller de l'empereur l'a mis au courant des détails. Le plan consistait à demander à un dompteur de bêtes réputé de réveiller le dragon de la calamité et de le faire attaquer le royaume. Pendant que le dragon se déchaînait, les troupes de l'empereur arrivaient équipées d'épées magiques, d'armures et de canons. De plus, elles disposeront de 4 canons à rayons de mana à très haut rendement. L'empereur était satisfait de ce plan, mais avant qu'il ne soit mis en œuvre, un chevalier nommé Randus s'est approché et a demandé à l'empereur de reconsidérer sa décision.
Il pensait que ce plan allait un peu trop loin pour un conflit personnel avec l'Empire, et il ne voyait pas en quoi ces destructions seraient bénéfiques à l'Empire à long terme. L'empereur n'a pas voulu entendre les arguments logiques de Randius, il lui a donné un coup de pied au visage et a déclaré que son empire était à la pointe de la technologie magique dans ce monde, et qu'il pouvait donc faire ce qu'il voulait. Il a l'intention de monter une histoire, accusant le royaume des Argiles d'être responsable de sa propre chute. Il prétendra à tort que le royaume n'a pas entretenu le donjon, ce qui a conduit le dragon à s'en échapper et à l'attaquer, et il se présentera comme le souverain bienveillant qui est intervenu pour les sauver de leurs propres erreurs. Personne ne saura jamais que son histoire est bidon, car tous les habitants du royaume des Argiles qui connaissent la vérité seront déjà morts. Nor et les autres sont conduits sur le lieu du crash du dragon, et Nor est horrifié par ce qui lui est arrivé, espérant qu'il a réussi à survivre d'une manière ou d'une autre. Il n'y a aucun moyen de savoir s'il est vivant à moins de s'approcher, mais au même moment, Rollo aperçoit quelque chose d'autre qui ressemble à un problème. De même, les hommes de l'empereur ont repéré le groupe de Nor, alors l'empereur prend une paire de jumelles et jette un coup d'œil par lui-même. Il repère le groupe et aperçoit Nor, mais il n'a aucune idée de qui est Nor et ne s'en préoccupe pas. Il s'intéresse plutôt à la présence d'Inès, connue dans le monde entier sous le nom de bouclier divin. L'empereur suppose que c'est peut-être elle qui a empêché le dragon de détruire entièrement la ville, mais sa présence ne l'effraie pas du tout. Il entend prouver que lui et les avancées technologiques de son empire sont bien supérieures à une légende vivante telle qu'Inès. Il ordonne à ses hommes de préparer le canon à rayons pour tirer sur le groupe. Même si Inès est connue comme le bouclier divin, il pense qu'elle n'est pas capable de bloquer un rayon laser qui a abattu un dragon en un seul coup. Une fois le canon à rayons pointé et prêt à être utilisé, les troupes le tirent directement sur le groupe. Le groupe le voit arriver, mais il est trop tard pour réagir puisque le coup a déjà été tiré. Lynn prend Rollo par la main et tente de le sortir de là, mais Inès est stupéfaite par l'ampleur de l'explosion qui se dirige droit sur elle. Cependant, juste avant qu'elle ne soit touchée par l'explosion, Nor s'avance devant elle et la part. L'énergie de l'explosion crée une énorme onde de choc, mais grâce à la réaction rapide de Nor, tout le monde est indemne. L'empereur n'en croit pas ses yeux, car personne ne devrait pouvoir bloquer un coup de son canon à rayons. Le soldat en charge du canon suggère qu'il s'agit peut-être d'une erreur de tir due à un problème avec le condensateur magique. L'empereur accepte cette explication et ordonne aux troupes de préparer un second rayon de mana et de tirer à nouveau sur le groupe. Nor est soulagé d'avoir réussi à bloquer le laser, mais il n'a aucune idée de ce que c'était ni de la raison pour laquelle il a été tiré sur eux. De plus, une tonne de soldats de l'armée impériale se tient en dessous d'eux. Il y a au moins 10 000 soldats ici, et bien qu'il n'ait pas de détails exacts sur le plan de l'empereur, il est clair qu'il a l'intention d'anéantir le royaume avec son armée. Le royaume dispose d'une armée destinée à le défendre contre les envahisseurs étrangers, mais ils n'ont aucune chance face à un tel nombre de soldats impériaux. Inès dit qu'il n'y a rien à faire pour arrêter l'Empire ici, et elle suggère donc de se retirer pour le moment. Lynn est d'accord et suggère de se replier vers la capitale, mais elle veut savoir ce que Nor a l'intention de faire. Nor répond qu'il est évident qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, et intérieurement, il pense qu'il n'a pas d'autre choix que de s'enfuir, mais Lynn interprète sa déclaration comme une affirmation qu'il veut rester et se battre. Juste à ce moment-là, Inès se rend compte que l'Empire tire de nouveaux lasers sur eux, et avant qu'ils ne les touchent, elle lève un bouclier pour mettre tout le monde à l'abri. Le bouclier est assez solide pour résister aux tirs, et l'empereur est plutôt irrité qu'il soit si difficile de tuer Inès, mais son soldat lui dit qu'il devrait aller à l'arrière pour sa sécurité pendant qu'il s'en occupe. Du côté d'Inès et de Nor, ils vont être coincés ici indéfiniment à moins qu'ils ne fassent quelque chose, et Nor se rend compte qu'il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir. Lynn lui demande ce qu'il a en tête, et Nor leur dit qu'il va attirer l'attention de l'armée et gagner du temps pour que le reste d'entre eux puisse s'échapper. Dans son esprit, Nor se dit qu'il n'est pas doué pour le combat, mais qu'il est rompu à l'art de la fuite, alors tant qu'il court comme un fou, il est sûr que les choses finiront par s'arranger. Il dit à Lynn qu'il ne fera rien de trop téméraire et qu'il a l'intention de s'en sortir vivant, donc elle n'a pas à s'inquiéter pour lui. Lynn comprend que Nor doit faire cela pour leur bien, mais s'il doit se mettre dans la ligne de mire pour faire diversion, elle veut l'aider autant que possible. Nor est heureux de recevoir toute l'aide que Lynn a à lui offrir, elle s'approche donc de lui et Nor pense qu'elle est sur le point de lui jeter un sort. Mais lorsque Lynn lui dit de se préparer à l'impact, il se rend compte qu'elle est sur le point d'utiliser le souffle du vent pour le projeter sur l'armée impériale. Nor n'a jamais signé pour cela, mais Lynn lui assure qu'elle ajustera sa production cette fois-ci, et qu'il devrait s'en sortir. À ce moment-là, Rollo remarque que l'armée impériale s'apprête à utiliser à nouveau son canon à rayons, ce qui leur laisse peu de temps pour agir, et Lynn dit à Nor de se préparer car elle est sur le point de le tirer. Nor n'est pas du tout préparé à l'impact, il active donc à la hâte son amélioration physique et commence à courir vers le bord de la falaise, afin de ne pas mourir de l'impact. Lorsque le vent frappe son dos, Nor perd connaissance pendant une seconde, mais il reprend rapidement ses esprits et passe sous le bouclier d'Inès avant de se retrouver face à des dizaines de lasers.
Il tente de les parer, et à sa grande surprise, cela fonctionne, alors il continue à faire de même avec le reste des lasers. Alors qu'il s'approche de l'armée impériale, son élan ne lui permet pas de changer de cap, il décide donc de gagner du temps en fonçant droit sur l'armée et en la parant. Les soldats impériaux lèvent leurs épées pour intercepter Nor, mais lorsqu'il arrive à portée et qu'il donne un coup d'épée, tous les soldats perdent leur épée en un instant. Nor donne un nouveau coup d'épée, et cette fois, tous les soldats perdent également leur bouclier. Nor n'a pas vraiment de plan à ce moment-là, il se contente de parer tout ce qu'il peut. L'empereur voit les épées de ses hommes s'envoler dans le ciel, et il est abasourdi car cela ne semble pas naturel. À ce moment-là, un homme lui fonce dessus, à l'atterrissage, Nor jette un bref coup d'œil à l'empereur, puis se remet à parer tout ce qu'il peut. Pendant ce temps, tous les soldats qui ont paré leurs épées et leurs boucliers sont encore sous le choc de ce qui s'est passé, mais les épées qui se sont envolées dans le ciel commencent à tomber, et plus aucun soldat n'a de bouclier, ce qui fait que le nombre de morts de Nor vient de grimper en flèche. Immédiatement après, tous les soldats survivants se font défoncer la tête par les boucliers qui tombent. Nor passe les minutes suivantes à parer toutes les troupes de l'empereur et à les envoyer voler à leur perte hors de l'écran, et une fois qu'il a terminé, il retourne dans les montagnes où se tient l'empereur. À ce moment-là, l'empereur a réalisé deux choses. Nor est le type qu'il a vu avec ses jumelles de l'autre côté de la vallée, ce qui signifie qu'il a parcouru tout le chemin jusqu'ici en moins d'une minute. Et deuxièmement, ce type a désarmé et tué à lui seul au moins la moitié de l'armée. Vu la façon dont Nor le regarde maintenant, il craint que Nor sache qu'il est l'empereur et qu'il s'apprête à le tuer. Nor commence à marcher lentement vers l'empereur, et l'empereur ne fait que chier une brique, mais il se souvient alors que son armure et son épée sont faites d'oricalque, et il est confiant qu'il ne perdra pas contre Nor. Cependant, une seconde plus tard, Nor passe devant lui et l'empereur pense que Nor est en train de battre en retraite. Mais à sa grande horreur, il lève les yeux et voit que Nor a en fait paré tous les pistolets à rayons, qui tombent tous dans la direction de l'empereur. Si les sous-vêtements de l'empereur étaient blancs, ils sont désormais marrons. L'empereur a dépensé une fortune pour développer toutes ses armes et équiper ses soldats, mais tout a été détruit en quelques secondes après l'arrivée de cet homme sur le champ de bataille. Nor revient en courant vers l'empereur et plante son épée dans le sol devant son visage. L'empereur reconnaît l'épée comme étant celle que le roi des Argiles avait exposée dans sa salle du trône, mais il ne sait pas pourquoi Nor la possède. De plus, elle est faite d'un métal inconnu et est trop lourde pour être soulevée par un humain. Le roi était capable de la porter à l'époque où il était aventurier, mais même alors, il avait besoin de deux mains pour la balancer, alors que Nor balance l'épée d'un seul bras comme si de rien n'était. L'empereur sait qu'il n'a aucun moyen de gagner contre quelqu'un comme Nor, et la façon dont Nor sourit lui fait penser que Nor est en train de préparer une forme de torture malsaine et tordue pour lui, et l'idée de cela le fait pisser de rire. L'empereur se lève et se met à courir pour sauver sa vie, car la peur de Nor s'est gravée dans son âme. Mais en réalité, Nor n'a rien compris pendant tout ce temps. Lorsqu'il est arrivé et qu'il a vu l'empereur, il s'est demandé pourquoi un vieil homme comme lui se trouvait sur le champ de bataille avec une armure dorée, mais il était sûr que ce type ne pouvait pas être quelqu'un d'important. Au lieu de se préoccuper de lui, Nor concentra son attention sur les centaines d'épées qu'il avait parées plus tôt. Il ne voulait pas laisser les soldats impériaux rassembler leurs armes, aussi décida-t-il de parer continuellement l'équipement pour l'empêcher de tomber entre les mains des soldats. Alors qu'il était occupé à faire cela, il aperçut soudain l'artillerie lourde de l'Empire, et il n'avait aucune idée de ce qu'était cette chose à ce moment-là. Mais avec Nor sur le champ de bataille, s'il n'était pas fixé au sol, il était paré. Pendant qu'il faisait tout cela, il tombait de temps en temps sur le même vieil homme bizarre, mais il ne pensait toujours pas que ce type était important, alors il l'ignorait et continuait à parer. Cependant, lorsque l'empereur dit qu'il a reconnu Nor, ce dernier est intrigué car il ne se souvient pas avoir déjà rencontré ce vieil homme, et il commence à s'approcher de lui. Cependant, alors qu'il arrivait, le vieil homme se mit à implorer sa vie pour une raison quelconque. Nor n'avait pas l'intention de le tuer, mais il pouvait comprendre que l'homme ait peur de lui. Nor essaie donc de calmer l'homme en lui souriant, mais son sourire ne fait qu'empirer les choses, car l'homme se pisse dessus et s'enfuit sur son cheval. Nor s'en veut d'avoir effrayé le vieil homme et s'apprête à le poursuivre pour s'excuser, mais avant qu'il ne puisse bouger, son corps lâche, il tombe à genoux et est lentement encerclé par les soldats impériaux survivants. Il semble qu'il ait enfin atteint sa limite, et les faibles soins ne peuvent rien faire pour soulager un épuisement aussi important, si bien que Nor finit par vomir du sang. Ses dernières pensées avant de s'évanouir sont pour que Lynn, Inès et Rollo s'échappent sans lui. Avant de sauter, il entend quelqu'un crier « étoile filante », et, l'instant d'après, des centaines de flèches s'abattent sur le champ de bataille. Nor se souvient de cette technique, car c'est celle qu'il a vu Mian utiliser lorsqu'il essayait d'apprendre d'elle. Le souverain de la lance Gilbert est également présent, tout comme le souverain de l'épée. Le souverain de l'épée ne reconnaît pas Nor, mais il le remercie d'avoir fait tout cela et d'avoir arrêté l'armée jusqu'à présent. Il ne reste plus grand-chose à faire, mais il ne se sentirait pas à l'aise avec le titre de souverain s'il n'aidait pas au moins à éliminer le reste des ennemis. Alors qu'il saute vers le bas,
le souverain de l'épée utilise sa compétence et exécute 1000 coups en même temps, s'assurant ainsi qu'il n'y aura aucun survivant. Nor se souvient d'avoir vu cette technique, car c'est le pouvoir de l'épée qu'il a toujours voulu maîtriser, et il est fasciné par l'ampleur de la chose. Alors que le souverain de l'épée continue de massacrer tous les soldats qui croisent son chemin, le saint souverain se plaint d'avoir spécifiquement demandé au souverain de l'épée de ne pas tuer trop de soldats. Aucun répond que c'est inévitable car l'armée est trop nombreuse pour qu'il puisse utiliser des tactiques non létales, mais le saint dit que tuer tous les soldats ne fait que rendre son travail plus difficile. C'est un saint, pas un nécromancien. Alors comment est-il censé interroger un cadavre ? Si la personne est vivante, il peut simplement la torturer et la soigner encore et encore jusqu'à ce qu'elle finisse par craquer. Pour des raisons juridiques, le saint dit qu'il plaisantait à propos de la torture. Cela dit, les renforts ne vont pas tarder à arriver et le saint demande à Aucun de se préparer. Aucun lève la main et lance un sort de fixation à grande échelle pour maintenir tous les soldats impériaux en place, et comme les soldats ennemis sont incapables de bouger, les guerriers arrivent en courant et les massacrent tous. Aucun apprécie vraiment toute cette action, car cela fait longtemps qu'il n'a pas eu l'occasion de se défouler de la sorte. Mais il est temps d'en finir. Il utilise sa magie pour créer une prison de pierre et y enfermer tous les soldats survivants. À partir de là, le saint et son équipe de guérisseurs prendront le relais et soigneront tous les soldats survivants afin de les torturer et de les forcer à révéler tous les détails de cette attaque. Nor se rend compte que tous les souverains sont les instructeurs qui lui ont enseigné quand il était enfant, et il est heureux de les revoir. Maintenant que la bataille est terminée, Lyn se précipite auprès de Nor pour soigner son épuisement. Après quelques soins, Nor dit qu'il se sent beaucoup mieux. Lyn pense qu'il devrait se reposer un peu plus longtemps, mais Nor lui assure qu'il va parfaitement bien maintenant, même s'il a très faim. Le saint a fini de torturer, d'interroger, les soldats ennemis pour obtenir des informations, et il semble qu'il s'agissait de toutes les forces de l'Empire, de sorte qu'il n'y aura plus d'attaque contre le royaume. Cependant, il semble que l'empereur ait réussi à s'échapper d'une manière ou d'une autre. Aucun est surpris que l'empereur ait été assez téméraire pour se présenter en personne sur un champ de bataille, alors qu'il n'est qu'un vieil homme ordinaire, mais il devait être très confiant dans ses chances de victoire, du moins jusqu'à ce que Nor se présente. Nor demande s'il s'agit du type qu'il a vu porter des tonnes d'armure d'or, mais celui-ci s'est enfui il y a un moment. Si l'empereur parvient à franchir la frontière, ils ne pourront pas le poursuivre. Cela semble impossible, mais Nor pense qu'il y a peut-être un moyen de rattraper l'empereur, à condition que le dragon soit toujours en vie là-bas. Ils se rendent sur le site du crash du dragon, et c'est la première fois que l'on demande à Saint de soigner un dragon, alors il est très excité et commence tout de suite. Pendant qu'il soigne le dragon, il remarque que Nor a beaucoup grandi depuis leur dernière rencontre, et Aucun est heureux de voir que Nor se porte bien, mais il ne peut s'empêcher de craindre que ce ne soit une mauvaise idée de ranimer le dragon, car les dragons sont assez dangereux. Nor dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter puisque le dragon est de leur côté maintenant, bien qu'il ne réalise toujours pas que le dragon le considère comme son maître. Il demande à Rollo de parler au dragon pour eux, et Aucun demande si Rollo a confiance en sa capacité à contrôler le dragon, mais Rollo dit qu'il ne peut pas contrôler le dragon du tout, et cela inquiète beaucoup Aucun. À ce moment-là, le dragon se réveille en poussant un grand rugissement, et Nor voit bien qu'il est en colère. Il ne peut pas tout comprendre, mais comme il a grandi entouré d'animaux, il peut plus ou moins deviner ce qu'il ressent, et il veut se venger. Le dragon veut partir immédiatement, alors Nor dit que tout le monde doit monter sur le dos du dragon. Mais il ne s'attendait pas à ce que Lyn et Inès viennent aussi. Lyn dit à Nor que Rollo doit venir avec eux pour qu'ils puissent communiquer avec le dragon, et qu'Inès et elle doivent se joindre à lui en tant que garde. Elle demande si Nor va venir aussi, et Nor n'y a pas vraiment songé. Il pourrait se joindre à eux, mais il a le vertige, alors il ne veut pas. Par ailleurs, c'est Nor qui a eu l'idée de chevaucher le dragon, alors ce serait vraiment gênant s'il ne les accompagnait pas. Saint dit qu'il ira aussi, car il doit encore s'assurer que le dragon guérit correctement, et Kareu, le souverain voleur, dit qu'il offrira aussi son aide. S'ils doivent voler sur le dos d'un dragon de cette taille, ils auront besoin qu'il utilise sa compétence de dissimulation pour rester caché jusqu'à ce qu'ils atteignent leur cible. Aucun veut aussi venir, mais Saint lui rappelle qu'il est chargé de l'entretien de la prison de pierre et qu'il ne peut donc pas monter sur le dragon avec eux. Quelqu'un d'autre dit qu'il veut y aller aussi, alors tout le monde se retourne pour voir de qui il s'agit, et ils sont surpris de voir Rhin et le roi ici. Rhin dit qu'il souhaite se joindre à eux car ils rencontreront un négociateur royal lorsqu'ils affronteront l'empereur, mais Lyn est simplement heureuse de voir que le roi et lui vont bien. Inès s'agenouille devant Rhin et s'excuse d'être allée à l'encontre de ses ordres et d'être retournée à la capitale avec Lyn, mais Rhin lui dit qu'elle n'a pas à s'excuser car elle a pris la bonne décision. Une fois que tout le monde a grimpé sur le dragon, le roi confie à Rhin la responsabilité de prendre les décisions difficiles qui se présenteront, et il s'excuse auprès de Nor d'avoir toujours compté sur lui. Mais il demande à Nor de protéger tout le monde pendant qu'ils sont à l'extérieur. Nor promet de veiller à ce que tout le monde revienne sain et sauf, afin que le roi puisse se détendre et les laisser gérer la situation.
Alors que Nor et les autres s'envolent à bord du dragon, les souverains de l'épée et du bouclier sont stupéfaits de voir à quel point Nor a grandi depuis la dernière fois qu'ils l'ont vu. Le souverain de l'épée voulait lui dire quelque chose, mais il s'est retenu, car il sait que Nor n'a jamais eu besoin d'un professeur comme lui dans sa vie. Il a été capable d'atteindre un tel niveau de puissance en s'entraînant tout seul, et cela a fait prendre conscience au souverain de l'épée d'une chose très importante. En voyant toutes ces armes ennemies jetées en l'air, il s'est rendu compte qu'il s'était contenté de sa force insignifiante, et il a donc l'intention de s'entraîner à nouveau jusqu'à ce qu'il parvienne à surmonter ses lacunes. Pendant ce temps, Nor et les autres sont au-dessus des nuages, à la recherche d'un signe de l'empereur. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas encore réussi à le localiser, et il est tout à fait possible qu'il soit déjà rentré dans l'Empire. Ils commencent à s'approcher du pont, qui indique le début du territoire de l'Empire, et les autres ne savent pas s'ils doivent continuer à le poursuivre ou s'ils doivent faire demi-tour pour l'instant. Rin étant celui qui prend les décisions, il lui demande tout ce qu'il pense qu'il devrait faire. Mais avant qu'il ne réponde, Lin aperçoit par hasard l'empereur qui traverse le pont en courant, terrorisé. Ils ont réussi à le retrouver, mais il se rapproche de la forteresse impériale et il n'y a aucun moyen de le rattraper avant qu'il ne pénètre à l'intérieur. Pour l'instant, la capacité de Kareo dissimule leur présence, mais s'ils se font connaître, la magie perdra son effet et la bataille sera rude. Rin reconnaît qu'il y a des risques, mais il refuse de laisser l'empereur s'échapper après tout le chaos et la destruction qu'il a causé au royaume. S'il en a la possibilité, l'Empire pourrait utiliser ses outils magiques pour renforcer son armée et lancer une nouvelle attaque un jour, et c'est quelque chose que Rin ne permettra pas. Ils sont en guerre, ce n'est pas le moment de penser à des choses comme la morale et les pertes. Inès demande donc à Rin l'autorisation d'appliquer la méthode de la terre brûlée à cette forteresse. En temps normal, Inès n'aurait jamais voulu exercer toute sa puissance pour quelque raison que ce soit, mais en ce moment, elle est follement en colère contre l'Empire pour avoir presque détruit sa maison et mis Lynn en danger, alors la pitié n'est pas une option. Rin donne à Inès l'autorisation de détruire la forteresse. Elle utilise donc ses pouvoirs pour invoquer une épée divine et donne plusieurs coups qui détruisent les défenses de la forteresse. Maintenant que les défenses ont été détruites, la forteresse ne peut plus riposter et ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Avant de partir, Rin prévient Lynn qu'ils vont envahir le territoire de l'Empire pour capturer l'empereur, et qu'il veut s'assurer qu'elle est prête. Lynn dit qu'elle est sûre que tout finira par s'arranger car tout le monde à bord de ce dragon est extraordinairement fort. Et surtout, Nor médite calmement, il doit donc être confiant dans leurs chances de réussite. Mais en réalité, Nor s'est juste évanoui parce qu'il a encore très peur du vide. Une fois que l'empereur est enfin rentré au fort et qu'il se croit en sécurité, sa terreur se transforme en colère lorsqu'il se souvient à quel point il a été humilié. Alors qu'il passe devant ses fonctionnaires, ceux-ci lui demandent pourquoi il est couvert de boue et sans lapis. L'empereur commence alors à reprocher à tous ses soldats de ne pas avoir été capables de gagner malgré tout l'équipement de haute technologie qu'on leur a donné. Mais il est interrompu par l'un des fonctionnaires qui aperçoit quelque chose par la fenêtre. L'empereur lève les yeux et retrouve son état de terreur en réalisant que le dragon de la calamité se dirige droit sur l'Empire. Mais il ne comprend pas comment il est encore en vie alors que le rayon laser aurait dû le tuer. Il se rend vite compte que c'est sûrement Saint qui l'a ranimé, mais même s'ils ont pu soigner le dragon, ils n'ont aucun moyen de le faire attaquer, à moins que quelqu'un ne le contrôle. Il se tourne alors vers le dompteur de bêtes qu'il a engagé, et le fonctionnaire l'informe que Maître Lude a déjà quitté l'Empire, et l'empereur pense que Lude a dû le trahir. Il commence à piquer une crise, et Rang-2 tente de le calmer, car les cris n'arrangent rien à la situation. Cependant, l'empereur se retourne contre lui et commence à crier à Rang-2 d'arrêter d'être inutile et de faire quelque chose pour sauver l'Empire. Rang-2 accepte et s'en va avec un regard qui montre qu'il en a marre de l'empereur. Pendant ce temps, l'empereur ordonne aux autres de préparer le Kérono, car il veut l'utiliser pour faire exploser le dragon du ciel. Les fonctionnaires tentent de l'en dissuader, car le Kérono est encore en phase de test et il détruirait probablement une bonne partie de la ville s'il était tiré maintenant. Mais l'empereur n'en a cure et donne un coup de pied à l'un d'entre eux à travers la pièce. Pour sa défense, ils n'ont pas beaucoup d'autres options puisque le dragon détruira la ville de toute façon s'ils ne font rien. Il leur dit donc qu'ils n'ont pas à s'inquiéter des dommages collatéraux et que, si nécessaire, ils n'ont qu'à utiliser le système de visée mana pour l'orienter correctement. Les officiels font ce qu'on leur demande, et la ville entière s'assombrit lorsque le canon laser de Kérono se verrouille sur la signature mana du dragon. L'empereur est persuadé que le dragon sera détruit, car il s'agit de l'arme la plus puissante que son empire ait jamais mise au point. Cependant, alors que le laser est tiré et se dirige droit sur le dragon, quelque chose sur la tête du dragon paralyse le laser, le faisant changer de trajectoire. L'empereur est incrédule face à ce qui vient de se passer, et pire encore, parce qu'ils ont activé les paramètres de suivi du mana, les rayons laser résultants visent maintenant les générateurs de mana de l'Empire, et sans eux, l'Empire est complètement sans défense. L'empereur commence à blâmer les fonctionnaires pour cela, même si c'est lui qui leur a ordonné de tirer le laser.
L'un après l'autre, les fonctionnaires décident qu'ils en ont assez de lui et démissionnent sur le champ. L'empereur se retrouve alors seul à assister à l'embrasement des fondations de son empire. Quelques instants plus tôt, le groupe s'approchait de l'empire sur le dos du dragon quand, tout à coup, Nor sentit quelque chose arriver. Ce rayon laser était bien plus puissant que le précédent, et il n'y avait pas assez de temps pour l'esquiver, alors Nor accourut devant eux et apparaît le tir. Il réussit, mais il ne peut malheureusement pas voler, et il finit par s'écraser sur le château de l'empereur. Au même moment, l'empereur est entouré de Rang-deux et de quelques autres chevaliers qui n'en peuvent plus d'avoir affaire à lui. L'empereur demande à Rang-deux ce qu'il pense faire, et celui-ci lui explique qu'il a l'intention de sauver l'Empire, et que pour ce faire, il doit tuer l'empereur. L'empereur crie pour que quelqu'un le sauve, mais il n'y a plus personne qui veuille suivre ses ordres, et il semble donc qu'il va être tué à coup sûr. Cependant, juste avant qu'il ne soit abattu, Nor s'écrase au plafond. Il est surpris de la chance qu'il a eue d'atterrir dans la salle du trône de l'empereur. Rang-deux brandit son épée et demande à Nor s'il a l'intention de protéger l'empereur. Nor ne se soucie pas vraiment de protéger l'empereur, mais il ne pense pas non plus qu'il soit juste que ses chevaliers le tuent. L'un des chevaliers tente de tirer sur l'empereur, mais Nor part le tir et pose délicatement la tête de l'empereur au sol pour qu'il ne soit pas blessé. Rang-deux et ses hommes se rendent compte que Nor est un combattant habile et décident donc de l'attaquer tous en même temps. Cependant, Nor les pare tous facilement. Rang-deux explique que l'empereur a condamné son pays et qu'il doit le racheter au prix de sa vie. L'un des chevaliers lance donc une bombe pour tenter d'exécuter l'empereur. Nor le voit venir et écarte une fois de plus l'empereur d'un coup de pied très délicat. Alors que le corps de l'empereur pend au mur, Nor demande pourquoi les chevaliers elfiques essaient de le tuer. Cependant, l'un des chevaliers fait remarquer que Nor a fait beaucoup plus de dégâts à l'empereur que n'importe lequel d'entre eux. Quoi qu'il en soit, Rang-deux dit que l'empereur doit mourir, et il lance plusieurs autres bombes sur l'empereur. Cependant, Nor s'en aperçoit à l'avance et saisit délicatement la jambe de l'empereur avant de le déposer avec précaution sur le sol. Nor dit au chevalier que l'empereur est déjà très vieux, alors pourquoi ne pas le jeter en prison et le laisser mourir de cause naturelle? Mais Rang-deux dit qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire cela, puisque l'ennemi a déjà envahi l'Empire et qu'il est en route avec le dragon de la calamité. Il doit donc tuer l'empereur immédiatement pour montrer qu'ils n'ont plus l'intention de se battre. Cependant, il entend soudain quelqu'un dire qu'il n'est pas nécessaire de tuer l'empereur, car il ne peut pas souffrir de ses actes s'il est déjà mort. Rhin vient d'arriver avec les autres, et il remercie Nor pour son aide, mais à partir de maintenant, il veut se débrouiller seul. Il demande à Lyn d'aller soigner Nor, qui risque d'être blessé par sa chute. Nor et Lyn quittent donc la salle du trône pour laisser Rhin s'occuper des affaires. Rhin s'adresse aux chevaliers et leur dit une fois de plus qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, car il n'a rien contre eux, et qu'aucune mesure ne sera prise pour leur nuire. Mais l'empereur, lui, n'aura pas cette chance. L'empereur supplie Rhin de l'épargner, et Rhin accepte étonnamment de pardonner à l'empereur, mais seulement sous certaines conditions. En effet, à la suite des attaques de l'empereur, certains habitants du royaume ont été écrasés sous les décombres, brûlés dans des incendies ou déchiquetés par des bêtes. Aussi, tant que l'empereur est prêt à souffrir la même douleur que celle qu'il a infligée, Rhin est prêt à lui pardonner et à entamer des pourparlers de paix multinationaux afin de discuter des réparations nécessaires pour mettre fin à la guerre. Il demande si quelqu'un s'oppose à ses plans, et personne n'est du côté de l'empereur. Il est donc convenu que l'empereur devra endurer la même quantité de souffrance. L'empereur ne comprend pas ce qu'ils veulent dire, car il est impossible qu'il puisse vivre dans une telle souffrance. Mais Saint lui assure que peu importe le nombre de fois où ses os seront brisés ou ses entrailles ouvertes, Saint sera toujours là pour le rafistoler afin qu'il puisse continuer à être torturé. Et même s'il s'évanouit à cause de la douleur, Careo a des moyens de lui faire reprendre conscience. L'empereur est encore plus terrifié que la dernière fois et se pisse dessus de peur, mais Rhin ressent le besoin de préciser qu'il n'aime pas torturer les gens. Cependant, il a besoin que l'empereur comprenne parfaitement la douleur qu'il a infligée à tous ces gens pour une rancune insignifiante. En fait, il fait preuve d'une grande indulgence à l'égard de la punition. Pendant ce temps, Nor vient de se faire soigner par Lyn et se sent beaucoup mieux. Mais il regarde l'Empire et ne peut s'empêcher de regretter les dégâts qu'il a causés en déviant le laser. Lyn lui dit de ne pas s'en faire, car il l'a fait uniquement pour éviter qu'il ne soit touché par le laser. De plus, personne n'est mort à cause des dégâts, car les lasers n'ont touché que les générateurs de mana de l'Empire. Ces zones contiennent de fortes concentrations de mana, et personne ne se trouvait donc à proximité des générateurs lorsqu'ils ont été détruits. Cependant, leur destruction aura tout de même un impact important sur la vie des gens d'ici. À ce moment-là, Rhin, Careo et Saint reviennent et annoncent qu'ils sont parvenus à un accord. Désormais, l'Empire et le Royaume se concentreront sur la reconstruction d'après-guerre. Nor s'étonne que la guerre soit déjà terminée alors qu'elle vient à peine de commencer, mais puisque c'est le cas, il demande ce qui est arrivé à l'empereur. Rhin explique que l'empereur a abdiqué le trône. Son petit-fils sera probablement désigné comme nouvel empereur, mais l'enfant n'a que 10 ans.
En attendant, un tuteur sera nommé pour régner à sa place, et il a été décidé que les chevaliers seraient chargés de cette tâche jusqu'à ce que l'enfant soit en âge de régner. À ce moment-là, les chevaliers sortent à leur tour, et la première chose que fait Rang 2 est de s'excuser d'avoir attaqué Nor plus tôt. Il dit qu'il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour réparer son erreur, mais Nor dit que cela ne le dérange pas vraiment et qu'il n'a donc pas besoin de s'en inquiéter. Rang 2 est heureux que Nor ne soit pas contrarié, mais en signe de bonne volonté, il lui dit que s'il a besoin d'aide, Rang 2 et les autres chevaliers n'épargneront aucune dépense pour l'aider de toutes les manières possibles. Nor lui répond qu'il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin pour lui, et qu'il devrait plutôt s'excuser pour tous les dégâts qu'il a causés à la ville. Rang 2 lui répond qu'il n'a pas à s'en vouloir puisque c'est le résultat direct des actions de l'ancien empereur. D'ailleurs, il n'y a pas eu de mort ni de blessés à cause des explosions, il ne reste plus qu'à reconstruire. Les crimes commis par l'Empire contre le royaume sont bien plus graves en comparaison, mais Nor propose tout de même son aide, ne serait-ce que pour déblayer les décombres. Malheureusement, le dragon commence à s'ennuyer, alors ils montent tous sur son dos et s'envolent pour retourner au royaume, mais Nor déteste toujours autant voler. À leur retour, ils sont accueillis par le roi, qui s'excuse d'avoir obligé Rhin à négocier seul. Il veut être mis au courant de tous les détails plus tard, mais avant cela, il doit remercier leur sauveur. Rhin reconnaît que Nor a sauvé presque à lui seul toute la capitale, et qu'il faut donc le récompenser comme il se doit. Cependant, Nor les interrompt et déclare qu'il n'a besoin d'aucune récompense. Le roi comprend que Nor n'est pas matérialiste, mais il a littéralement sauvé tout le pays, et le roi ne peut donc pas le laisser partir sans récompense. Nor comprend qu'il est normal de recevoir une récompense dans une telle situation, mais honnêtement, il ne peut pas penser à quoi que ce soit qu'il veuille vraiment comme récompense. Cependant, il regarde Rollo et annonce qu'il aimerait que le roi fasse quelque chose pour lui. Le roi est heureux d'entendre que Nor a une requête à formuler. Il lui demande donc de quoi il s'agit et Nor lui répond qu'il veut que l'on s'occupe de Rollo. Il explique que Rollo est un enfant du peuple démon et qu'il n'a pas d'endroit où vivre après avoir été abandonné. Nor avait envisagé d'accueillir Rollo lui-même, mais il mène une vie simple et Rollo serait bien mieux loti s'il était pris en charge par une famille aisée. Il dit que ce serait formidable si le roi pouvait fournir un terrain et une maison à Rollo. Le roi comprend la demande de Nor, mais c'est un problème car la sainte théocratie de Mithréa a qualifié d'ennemi tous les démons. Si le roi accepte Rollo comme l'un de ses citoyens, les relations diplomatiques avec Mithréa s'en trouveront perturbées. Il s'apprête à demander si Nor peut faire une demande différente, mais Nor prend la parole et dit qu'il n'a besoin de rien d'autre que de la sécurité de Rollo. Donc, si le roi a l'intention d'offrir autre chose, il ferait mieux de rediriger ses ressources vers la reconstruction du royaume. Le roi, stupéfait par l'insistance de Nor, ne peut s'empêcher d'éclater de rire. Rollo lève les yeux vers Nor et se remémore le moment où il était sur le point d'être tué par le dragon grenouille et où il espérait avoir une vie meilleure, où il n'aurait pas à souffrir autant et où il pourrait peut-être même manger de la nourriture délicieuse, mais il ne s'attendait pas vraiment à ce que son rêve devienne réalité. Rollo se réveille ensuite dans un lit chaud et s'assoit à table avec Inès, qui lui annonce qu'il va vivre avec elle pour le moment. Rollo n'a pas grand-chose à dire, alors Inès lui dit de se dépêcher de manger avant que la nourriture ne refroidisse. Rollo est surpris parce qu'il n'avait même pas envisagé l'idée que tout cela était pour lui. C'est la première fois qu'il a l'occasion de manger de la nourriture non pourrie, et lorsqu'il prend sa première bouchée, il verse des larmes et sourit en disant que la nourriture est délicieuse. C'est la fin de l'épisode 11. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie.